Donc, on a un panel qui est de haute qualité, mais surtout avec une grande diversité. Et c'est aussi dans ces points de vue et leur convergence, mais aussi leurs éclairages que j'ai souhaité composer le panel comme ça. Donc, chacun va s'exprimer à titre, bien sûr, de l'entreprise et des intérêts qu'il représente, mais aussi à titre individuel, ce qui permet une parole un petit peu plus libre aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints et on va maintenant commencer par Anne Méali qui va prendre la parole en premier. On va d'abord chacun un petit peu se présenter et puis engager la discussion sur un thème précis. Et Anne, qui est associée dans une très très belle agence parisienne qui s'appelle Lux Modernis, va nous parler de l'angle de la matérialisation du lien qu'on crée dans une narration, notamment lors d'événements. L'une des spécialités de son agence, c'est de créer des événements vraiment sur mesure et des narrations qui créent du lien entre les gens. Le but étant ensuite de faire vivre ce lien et d'en créer les conditions. Donc Anne, on se réjouit de t'avoir parmi nous ce soir. Et toi, j'imagine, parce que c'est la première question, c'est où sommes-nous aujourd'hui? On a constitué un groupe là, mais qui est un petit peu par monts et par vaux. Donc tu es dans la région parisienne, j'imagine, ou tu nous appelles d'ailleurs? Non, moi, je suis au centre de Paris. J'ai la chance d'habiter sous les toits de Paris. Donc, de chez moi, je vois un petit peu de Tour Eiffel qui scintille la nuit. Et puis après, c'est un peu un décor de cinéma. Donc, c'est une ambiance qui est assez géniale, dans laquelle on a vécu des jours et des semaines assez heureuses, où les oiseaux sont venus chanter sur les toits et où la circulation s'est arrêtée. Et pour nous, en fait, c'était un enchantement. Je n'ai pas de honte à le dire, dans le sens où on a retrouvé une ville à l'échelle humaine, même si elle était parfois un petit peu fantomatique. Et je dirais que par rapport au storytelling, ça a donné lieu à pas mal de rêves, en fait, sur cette idée qu'on reprend possession d'une ville où il n'y a plus de voitures, où on est dans un environnement où l'architecture prend une force extraordinaire, où les rues, les perspectives sont un vrai enchantement, qu'on aille courir de bonne heure le matin ou qu'on soit simplement à sa fenêtre. Voilà. Chouette. Mais écoute, je te laisse la parole. On s'engage là-dessus, mais on va surtout parler d'autres choses tout à l'heure. Non, c'est parfait. C'est une narration et c'est exactement ce sujet, parce que le format qui est le nôtre présente cet intérêt d'avoir aussi cette percée qu'on a aussi. Alors moi, je suis sur un mur blanc, vous donnez plus d'indices que moi pour certains, mais c'est toujours intéressant de voir la narration parce qu'elle est aussi dans l'image, dans son cadrage, dans sa chromatographie. Donc voilà, toi, je t'ai demandé d'ouvrir le sujet et on est ravis que ce soit en plus par une femme, mais sur cette notion d'événement et de création de liens, parce que bien sûr, c'est un enchantement, mais il manque la chair, il manque l'échange, il manque la matérialité du toucher. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ce que vous faites et aux expériences que vous faites vivre à vos clients et à leurs ayants droit? Alors, ça tombe d'autant mieux qu'on a repensé notre expression parce qu'on a travaillé ces dernières semaines là-dessus. On va bientôt réouvrir un nouveau site et une façon de moderniser un petit peu notre expression parce qu'on existe depuis plus de 30 ans. Donc, c'est très intéressant parce que c'est une traversée de la communication, toujours spécialisée pour des très belles maisons dans l'univers essentiellement du luxe, en B2B. Et on l'a articulé en disant tout simplement, on fait du live et du digital. Et on l'a appelé Live and Digital Experience. Et dans cette façon d'exprimer les choses, on va retrouver beaucoup de choses sur cette matérialité du storytelling, dans le sens où ce qu'on fait nous tous les jours, c'est travailler sur du tangible et de l'intangible. Voilà. Et au cœur de ça, s'il n'y a pas une narration, s'il n'y a pas un fil narratif, c'est du contenu, on va dire, mais c'est du contenu brut. Voilà. Donc nous, on a ce métier de raffiner ce contenu pour essayer d'en tirer un fil, de faire travailler l'imaginaire, que ce soit le nôtre ou celui des personnes qui vont le recevoir, pour se l'approprier et créer quelque chose qui est une matière à rêver, une matière à penser et puis une matière à durer, parce qu'on se souvient tous des contes de notre enfance. Et moi, je pense que si on ne construit pas des belles histoires, eh bien, les choses s'effacent. Voilà. Et moi, je travaille beaucoup sur justement faire perdurer, ancrer. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille dans le monde du luxe, parce que c'est un monde qui dure, c'est un monde qui fait des produits qui ne sont pas des produits éphémères, dans lequel il y a un investissement et il y a une qualité. Et c'est là où on va se retrouver sur ces histoires qui sont cousues main
et qui crée des fils et des liens à travers toutes ces personnes qui s'engagent pour ces projets, que ce soit ces maisons ou ces produits. Est-ce que vous allez chercher, parce que moi qui travaille en Suisse, beaucoup des marques horlogères ont des historiens des marques et qui vont rechercher des points saillants dans l'ADN des marques parce qu'il faut bâtir un fil, mais il faut bâtir un fil réel si possible. Et donc, est-ce que c'est vous qui faites ce travail d'archéologie? Est-ce que les marques vous donnent les choses? Est-ce que vous êtes capable de le trouver ou est-ce que c'est votre travail d'aller les interroger là-dessus? Moi, je pense que ça, c'est vraiment un métier à part, hein, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Non, nous, on est plutôt la personne qui va transformer cette matière, parce que je pense que l'histoire est une matière brute, et souvent, il faut la raffiner. Il faut lui faire aussi un smart move, parce que parfois, elle est un peu statique, voire un peu vieillotte. Il y a beaucoup de marques qui rechallengent leur histoire, mais il y a toujours un ancrage historique. Voilà. Et ça, c'est aussi le travail du communicant que nous sommes, de transformer cette histoire. Ça ne veut pas dire la changer au sens l'inventer. C'est plutôt savoir en tirer le meilleur pour la mettre en perspective et qu'elle soit encore signifiante aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai travail de communicant et de storyteller. D'accord, compris. Et puis, c'est pour éviter ce côté ronron, quoi, où on a un peu l'impression de toujours resservir la même soupe. Je dis ça un peu vulgairement, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce côté histoire pour l'histoire, qui en plus, pour certains publics étrangers ou jeunes ou je ne sais quoi, peut être complètement pas sexy en fait. Voilà. C'est là où le storytelling va jouer son jeu. On se réjouit, Anne, je passe la parole à tour de rôle à chacun et puis on se réjouit d'entendre des exemples et des manières de faire particulières qui peuvent donner des idées aux gens. Je passe la parole maintenant à Jean-Philippe Marcel qui nous fait le plaisir d'être là. Jean-Philippe a un CV assez éclectique et je me réjouis aussi de t'entendre, Jean-Philippe. Il a été directeur de la stratégie d'une agence qui est connue en France qui s'appelle Fred et Farid. Et puis, il a aussi donné des cours de digital pop culture à Sciences Po. Donc, on aura aussi des références un peu imagées dans nos références aujourd'hui pour qu'on aille puiser dans différents mondes. Parce que la narration, elle va autant chercher dans les séries Marvel avec les multiverses, comme on les appelle, des narrations complexes qui permettent de faire en sorte que les personnages se croisent entre les films que dans la Bible ou dans la sémiologie ou dans des textes plus classiques. Donc, c'est à Jean-Philippe qui incombe la lourde responsabilité aujourd'hui de faire le pont entre la théorie et la pratique pop. Et aujourd'hui, il travaille dans une agence qui s'appelle InSign, de plusieurs centaines de personnes à Paris et à Lyon notamment, mais sur toute la France et à l'international, qui travaille sur une notion de growth hacking, qui aide vraiment à repenser les modes de faire. Et bien sûr, au travers des modes de faire et de commercialiser, il y a les modes de narration. Voilà. On t'écoute, Jean-Philippe, sur quelques exemples ou différentes choses. Non, mais ce que je voulais souligner, j'ai beaucoup aimé le sous-titre que tu as donné au sujet sur le TED, parce qu'on va parler de TED, qui est ce nouveau format de conférence. Moi, j'ai bien aimé que tu aies écrit récit américain, parce que étant géographe de formation, je pense que le territoire donne du sens à beaucoup de choses. Et j'aurais même précisé récit californien, parce que, encore une fois, c'est de cette région particulière des États-Unis que vient une innovation marquante. Je rappelle que l'avènement de l'ordinateur individuel devait arriver sur la côte est des États-Unis. C'est là qu'on trouve le MIT, tous les centres de recherche, et que non, pas du tout. Contre toute attente, l'ordinateur individuel s'est révélé sur la côte ouest et qu'il a bénéficié d'une rencontre assez étonnante entre la technologie et puis les communautés hippies qui avaient quitté les forêts, abandonné les communautés, on va dire, dans le monde réel pour rejoindre les communautés virtuelles et créer cette rencontre entre la technologie et la pop culture. Et finalement, TED, c'est ça. C'est dans le titre même de TED, hein, c'est technologie, entertainment et design. On a bien la rencontre, comme les Américains arrivent bien à hybrider les choses entre de la science, de la technologie et de l'entertainment. Et ça, je trouve ça assez intéressant de replacer cette perspective-là, parce que
Parce que finalement, encore une fois, ça fait partie du soft power américain, c'est-à-dire que ce format de TED, il a irradié le monde entièrement aujourd'hui. Et quand on regarde les interventions, aussi bien les webinars que les interventions en live, il y a du TED un peu partout aujourd'hui. Oui. Et ce que j'aime bien surtout, c'est que, certes, ça a été inventé dans les années 80 par Chris Anderson, et qu'au début, ça ne concernait finalement qu'une petite catégorie de population, des happy few. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est TEDx. C'est-à-dire qu'à partir de TEDx, TED crée une licence, en fait. Et que dans cette licence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cadre dans lequel on doit s'exprimer pour obtenir la licence TED. C'est-à-dire qu'on doit avoir une histoire bien structurée, on doit susciter des émotions, il y a beaucoup de renseignements qui sont donnés sur les répétitions, etc., etc. Et que finalement, c'est ça qui devient le média en fait de TED. Et c'est assez génial comment, encore une fois, les États-Unis, en hybridant des choses qui apparemment n'ont rien à voir ensemble, arrivent à créer un modèle qui aujourd'hui est un modèle international. J'ai beaucoup aimé cette approche-là. Oui, ça me rappelle un petit peu, j'ai travaillé, je n'irai pas dire dans une autre vie, mais il y a une vingtaine d'années dans le jeu vidéo en Californie. Et beaucoup de mes amis français me disaient, oui, je vais créer un studio de jeux vidéo à Lyon, qui est une capitale du jeu vidéo, mais ailleurs en France. Et ce que je leur disais, c'est oui, enfin attention, sur la narration en tant que telle, notamment sur la narration liée aux jeux vidéo, même s'il y a une très forte culture au Japon de jeux vidéo, pour trouver les bons narrateurs, il faut faire un point à Los Angeles ou San Francisco, prendre 600 km autour, et le savoir-faire, il est là, mais il n'est que là. Et c'est un vrai sujet. C'est aussi, puisque là, on est en Europe aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre de ces principes pour les appliquer à l'Europe? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce qu'il y a ce modèle qui fascine. On entend parler en ce moment de la Chine qui prendra peut-être le pouvoir économiquement, certainement, mais la Chine est-elle capable d'amener une narration aussi puissamment que l'a fait la côte ouest sur les 30 dernières années? Personnellement, j'en doute totalement, et ça peut leur manquer cruellement sur ce plan-là. Qu'est-ce que tu as à en dire, Jean-Philippe? Serge, je ne pense pas que les routes de la soie soient un concurrent du soft power américain. Effectivement, pour l'instant, aujourd'hui, c'est ça qui galvanise, ce qui nous galvanise vient plutôt de ce côté de la planète. Et encore une fois, si le modèle TED explose dans les années 2000, c'est au même moment où on a une révolution dans le storytelling des séries télé. Hein. Les 2000, c'est les premières séries, c'est The Wire, Les Sopranos, etc. Ouais, extraordinaire. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on peut créer plein de personnages, on peut fouiller des personnalités et proposer vraiment un suspense qui fait revenir le spectateur et qui l'engage réellement à l'intérieur même des séries. Donc, il y a quand même une capacité qui vient encore effectivement de Californie ou des États-Unis plus largement à créer des modèles culturels dans lesquels finalement dans lequel on se retrouve et on arrive à produire nous-mêmes notre contenu. Et c'est ça qui est assez étonnant. Hein. Même si, effectivement, hein, comme le dit Harari, qui a écrit le célèbre best-seller Homo sapiens, ils n'ont pas inventé le storytelling. Hein. C'est bien les hommes préhistoriques qui ont inventé le storytelling. C'était la capacité à créer des mythes qui a permis d'imaginer des choses, de les construire et collectivement, et à rassembler tous ces petits cueilleurs, chasseurs qui bagnaudaient dans la nature et qui tout d'un coup se sont unis grâce à une histoire partagée, à un mythe partagé. Donc tout commence là et tout est transformé d'une manière toujours assez pertinente de la part de nos cousins américains. Très bien. Ça me passe la balle pour une première prise de parole et après on tournera bien sûr à Eric, parce que toute cette narration, effectivement, et l'apparition notamment de séries de narration sérielle, en France notamment, elle date de l'après-guerre où il y a commencé à y avoir des feuilletons. C'est la notion de feuilleton qui était écrit et qui ramenait en fait les personnes à revenir, parce qu'il y avait un point qui n'était pas un point final, mais qui était un point d'interrogation et qui teasait, comme on le dit maintenant, les gens à venir se nourrir la fois suivante sur la narration. Et c'est vrai qu'on est passé de la réclame, qui était globale, à une communication qui est plus individualisée et qui maintenant est totalement auto-centrée, puisqu'elle s'est rebouclée sur l'individu depuis l'avènement des réseaux sociaux. Et c'est aussi sur ce sujet que j'aimerais
d'interroger Eric. Donc, Eric Delannoy, qui nous fait la gentillesse et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, a dirigé TBWA à Paris ainsi que Obernet pendant des années et a monté maintenant, plus récemment, une très belle société de plusieurs centaines de personnes dont le nom est déjà tout un storytelling en soi, c'est What's Next Partners. Et voilà, donc Eric, en quelques lignes sur les grandes évolutions des typologies de narration, parce que dans tes clients, il y a Disney notamment, donc Disney qui est quand même l'un des grands mangeurs de narration quand ils ont racheté le catalogue Marvel il y a peu de temps, et l'un des grands storytellers. Donc, sur ces axes, sur les 10 ou 20 dernières années, quels sont les points saillants dans l'évolution du storytelling, soit sur les canaux, soit sur la nature du storytelling que tu aurais pu percevoir? Alors, c'est une vaste question, mais on peut tracer quelques points importants. Déjà, sur le storytelling, moi, je voudrais dire que c'est un peu un mot valise, mais en fait, il faut un peu préciser ce que c'est, parce qu'on a un peu le sentiment que les histoires existent depuis toujours, c'est vrai, mais le choix d'utiliser le storytelling en communication n'est pas si évident que ça. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il est largement, on va dire, venu de la politique américaine, donc parler des États-Unis. Il y a beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est vraiment, s'il y a un inventeur du storytelling, c'est largement Ronald Reagan, parce qu'il a demandé à ses communicants d'arrêter de lui donner des arguments de fond et des chiffres, parce que ça embêtait tout le monde. Et il croyait à ce qu'il appelle le pouvoir des histoires. Donc le storytelling, c'est vrai que ça existe depuis longtemps, mais c'est un vrai choix assez engageant en communication. Il faut quand même créer des histoires qui ont un vrai pouvoir, le pouvoir d'être supérieur aux arguments un peu factuels. Et ce n'est pas si évident que ça. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs registres. Moi, j'en ai repéré 5, enfin, dans les registres qui montent, parce que, encore une fois, il y a des types de storytelling qui se réinventent, qui s'inventent. Mais il y en a 5 qui me paraissent vraiment intéressants. Il y a celui que j'appelle autour de l'exploit. Alors, on connaît tous une marque de soft drink qui s'appelle Red Bull, qui a fait de l'exploit son fonds de commerce. Donc, ils ont choisi, vraiment, ils sont devenus une méga compagnie de plusieurs milliards de dollars en sponsorisant des sports extrêmes. Ils ont même organisé le fameux Red Bull Stratos, donc en lançant, on va dire, en permettant à Félix Baumgartner, l'Autrichien, de passer la vitesse du son. Donc, 30 millions de dollars pour ça, 10 millions de spectateurs en temps réel, plus qu'une cérémonie de Jeux Olympiques, d'ouverture de Jeux Olympiques. Bref, tout ça pour dire que le storytelling de l'exploit, il est quand même intéressant. Et j'ai été frappé de voir que pendant le Covid, il est revenu en force. Quand LVMH a décrété qu'il transformait ses parfums Christian Dior en gel hydroalcoolique, il a réinventé un peu le storytelling de l'exploit, de la prouesse, et c'est vraiment un registre qui marche très fort. Il y en a un deuxième qui marche très fort aussi, c'est le Small is Beautiful. Alors, il a été inventé plutôt par les entrepreneurs, hein, les Français ou étrangers, les Michel et Augustin, les slips français, etc., qui ont raconté leurs histoires. Mais je suis frappé de voir que dans les grandes compagnies avec lesquelles je travaille, il y a notamment aussi Nike. Et Nike, qu'on connaît tous pour son slogan Just Do It, ses stars, ses méga stars. Et aujourd'hui, la dernière star j'allais dire, autour de laquelle Nike construit son storytelling, c'est un garçon que vous ne connaissez sans doute pas, qui s'appelle Justin Gallegos. Justin Gallegos, il est atteint de paralysie cérébrale. Donc aujourd'hui, c'est probablement la pub la plus populaire de Nike de ces 10 dernières années. Donc, il avait comme objectif de courir le semi-marathon en moins de 2 heures, et Nike lui a offert des chaussures et lui a offert un contrat professionnel, et tout le storytelling de cette marque est en train de se renouveler autour on va dire, du soutien autour de ce petit. Hein. Donc, c'est tout sauf une méga star. Voilà, ça, c'est un registre intéressant. Et puis, un autre registre que je trouve particulièrement intéressant, c'est affirmer ses valeurs, construire du storytelling autour de ses valeurs. Une marque qui m'impressionne beaucoup, qui est comme ça un petit peu boring, c'est Volvo. Volvo a beaucoup utilisé la sécurité comme
comme credo, et puis il a failli l'abandonner. Et ils ont compris que aujourd'hui, les gens étaient vraiment particulièrement attentifs aux valeurs de marque. Donc, ils ont remis ça, on va dire, sur le devant de la scène. Ils ont cherché une manière plus forte, plus étonnante de parler de sécurité. Ils l'ont trouvé en inventant The Life Paint. The Life Paint, on pourrait appeler ça par la peinture qui sauve des vies. L'idée, c'est quoi? Ils ont créé avec une start-up une peinture invisible le jour qui devient réfléchissante la nuit. Ils la vendent sur le site Volvo Cars, ils la vendent dans les concessions. Ça fait le bonheur des cyclistes. Grâce à cette peinture, ils sont repérables. Et c'est un grand succès de Volvo. Et ça a permis à Volvo vraiment de raconter, de renouveler son histoire autour de cette valeur de la sécurité de façon assez étonnante. Donc voilà des grands registres qui me paraissent vraiment particulièrement d'aujourd'hui toucher les gens. J'en rajouterai 2 éventuellement aussi. Il y a le local. Je suis frappé de voir qu'un groupe comme LVMH, pour qui on travaille également, à travers notamment Taguer, a créé les journées particulières. Quand on est un grand du luxe et qu'on a une image un peu on va dire, de requin de la finance, c'est très intelligent de permettre aux gens de venir dans ces maisons de luxe, de rencontrer ces artisans, de se raconter à travers ça. Ça, c'est vraiment très smart. Et puis, il y a aussi l'humour. L'humour est une valeur vraiment sûre. On a à l'agence une marque qui s'appelle Les Deux Vaches, qu'on a créée, donc qui appartient à Danone. Et Les Deux Vaches parlent de quelque chose de très sérieux, c'est le bio. Et ça fait 10 ans qu'on raconte le bio, mais sans se prendre au sérieux, en étant plutôt rigolo. Donc avec ces 2 personnages qui sont un peu le clown blanc et Auguste. Bref, voilà un peu les 5 registres que je trouve particulièrement intéressants et qui transcendent un peu les médias d'ailleurs, qui fonctionnent aussi bien dans des registres publicitaires plus classiques qu'évidemment en social media et en digital, qui sont, comme tu l'as dit, des registres qui sont plutôt montants. Mais encore une fois, je pense que les bons registres sont capables de transcender les médias. Ouais, c'est très, très, très intéressant, sachant aussi que le dernier que tu cites, et c'est pas un hasard, à mon avis, que tu le mettes en dernier, c'est qu'on a tous envie de faire rire, mais ça, c'est aussi un don, et on le sait, écrire une comédie, c'est un casse-tête phénoménal, et faire rire, c'est l'un des enjeux les plus complexes, que ce soit dans un one-man show, dans une série télé, quelle que soit la narration. Donc c'est puissant et subtil en même temps, pour ne pas dire dangereux, mais j'imagine que là, vous avez dû trouver des auteurs ou des gens qui ont des plumes ou créer des univers sous-jacents pour le faire. Merci Eric, on repasse et je redis déjà à tout le monde que vous pouvez poser vos questions, hein, bien sûr, aux panélistes, et on aura 3 sondages qui vont arriver dans les minutes qui viennent. Ça passe la balle à Guillaume Poncelin. J'ai un peu l'impression d'être, vous savez, dans la série sur Michael Jordan, justement, sur Netflix, où c'est le 17, c'est il y a 2 jours que j'étais en train de regarder les derniers épisodes. Donc, tu es notre Michael Jordan du jour, Guillaume. Il y a Scottie Pippen de la Noy qui vient de se passer. Quel honneur, quel honneur. Donc, Guillaume, je l'ai présenté parce que moi, j'ai un gros stylo, hein, j'ai un gros feu, donc je taille à grands traits et je vous laisse toute la finesse. Donc, Guillaume a eu la chance d'aller vivre pendant une partie de sa carrière vers Rome, et je l'ai improvisé parce qu'il a réellement, partiellement travaillé avec le Vatican. Donc, lui, il a conseillé Dieu. Donc, c'est sûr que partant de là, on peut guère faire sujet plus puissant de communication. Quelle pub tu me fais? C'est toi le storyteller. Oui, exactement. Mais blague à part, tu as travaillé aussi pour de grandes agences, notamment en stratégie chez Wunderman, un petit peu pour le Vatican, mais surtout plus récemment pour NAFNAF, qui a là aussi un storytelling très fort. Et là, c'est pour ça que je te passe la balle à ce moment-là. Non pas que les orateurs précédents n'aient pas d'âme, d'éthique ou de cœur, loin s'en faut, mais c'est à toi qu'incombe la tâche de parler du sens. Puisque là, tu viens de lancer un collectif qui s'appelle Flying Car Collectives et qui a notamment une particularité, c'est de souhaiter s'engager autour de marques qui font sens. Alors, faire sens, là aussi, ça aurait pu être le 6e axe d'Eric, mais il faut mettre des mots précis, une valeur précise derrière ça. Et cette narration, évidemment, on le voit
chaque fois, à chaque élection politique, pas plus tard qu'il y a quelques années en France, quand on essaye d'être le chevalier blanc et qu'on a de jolies taches sur le pantalon, derrière, ça pose rapidement des problèmes. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur cette narration, sur le sang, sur les valeurs qui vont avec, et n'hésite pas à contextualiser aussi par rapport à ce moment de sidération dans lequel on est avec ce coronavirus qui rebat les cartes. Peut-être pas durablement, mais en tout cas, en ce moment, il y a un moment d'allègement, un peu d'apesanteur sur certains sujets et qui réouvre des narrations peut-être un peu différentes de celles qu'on pouvait avoir il y a encore 3 ou 4 mois. Oui, tout à fait. Alors, merci pour l'introduction. Merci pour la pression, effectivement, de me coller la casquette sens. Mais je pense que on est très bien entouré et de très bons speakers qui ont aussi un peu leur mot à dire. Alors, le sens, il est un peu sur toutes les lèvres. Et moi, je trouve que la grande difficulté de l'époque dans laquelle on est, c'est un enjeu de langage. C'était remettre effectivement du fond sur des mots. Il y a un nombre incalculable de gens qui écrivent en ce moment sur le monde d'après. Oui. On ne sait plus très bien où on habite. Est-ce qu'on est finalement le monde d'après, le monde d'avant, le monde pendant? Est-ce que le monde d'après va changer, etc. Donc, il y a une surproduction en ce moment intellectuelle sur ce qui va nous arriver pour essayer finalement de décoder un peu les signes des temps. Et voilà. Alors, effectivement, j'ai créé un collectif qui s'appelle Flying Cars, qui est en fait le fruit d'une expérience personnelle que j'ai faite à différents moments de ma vie et qui remonte sur 3 dates. La première en 2009 où je me suis vraiment confronté dans mes engagements en Italie, mais j'ai vécu en Italie, mais j'ai vécu en Chine aussi quelques temps et avec des expériences assez intéressantes. Je me suis engagé dans des sujets de cause, voilà, clairement, et de cause avec une thématique qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire le bien accessible à tous en commençant par les plus fragiles. Et ça a été un marqueur fort dans ma vie personnelle et professionnelle parce que finalement, je me suis dit, mais en fait, les causes et les combats à mener, ça ne concerne pas que les associations. Ça concerne tout le monde. Et un peu dans cette idée de l'entreprise dans la cité, chacun de nous, qu'on soit dans le domaine d'une PME, d'une start-up, d'une ONG, on a tous finalement une part de la responsabilité du bien qui nous a été donné. Et ce monde-là, évidemment, est en train de changer brutalement. En tout cas, est en train d'accélérer sur un certain nombre de choses. Donc oui, c'est vrai qu'on est dans une époque de sens. À quoi tout ça nous mène et à quoi bon, effectivement. Donc ça, c'est sûr que moi, c'était quelque chose qui m'a intéressé très tôt dans ma vie professionnelle. Et puis, en 2014, j'ai eu la chance de lancer un incubateur de start-up dans un groupe, effectivement, qui s'appelait Wonderman et qui m'a permis de rencontrer, en l'espace de 3 ans, 250 entrepreneurs dont la moyenne d'âge était de 28 ans. Et je me suis rendu compte que dans la vie, il y avait 2 catégories de boîtes. Il y avait les boîtes qui avaient une très bonne histoire, et puis il y avait les autres. Et que finalement, être un investisseur, c'était miser sur une idée, miser sur un business plan, mais c'était miser sur une histoire et sur une équipe. Et donc, je suis retombé amoureux de ces projets à histoire et qui donnent envie de soutenir des gens, de les aider à accomplir leur potentiel et de les aider à réinventer un petit peu quelque chose. Et puis, le pouvoir des histoires, je l'ai retrouvé en 2014 avec ce collectif qu'on a en 2019 décidé de faire évoluer. Et depuis la fin de l'année, on n'accompagne que des boîtes qui ont fait grandir des entreprises, qui ont comme motivation de faire grandir les personnes, ni plus ni moins. Donc, en fait, quand on appelle entreprise porteuse du sens, on parle d'entreprises qui ont décidé de développer leur modèle économique sans renier leur modèle social. Et je pense qu'aujourd'hui, on sort peut-être d'un discours, d'une doxa sur la RSE, l'écologie, la préservation du monde, qui finalement, on peut prendre soin de la planète et puis pas connaître le nom de son voisin de palier. Et je pense que cette époque nous dit peut-être quelque chose de retrouver un peu des racines sur l'essentiel, etc. Et d'une responsabilité solidaire des entreprises, moins que sociétale peut-être, ou une responsabilité humanisée des entreprises. Et moi, je m'intéresse beaucoup à cette thématique-là. Voilà. Alors, le thème que tu as proposé était vraiment intéressant. Je l'ai pris comme un défi parce que quand on dit storytelling B2B, il y a une idée tenace que le storytelling, ça ne concerne que les communications grand public. Et non, je pense que toute entreprise, tout acteur de la société civile a une histoire à raconter. Et cette histoire à raconter, elle vient évidemment
à ce qu'on appelle la raison d'être aussi d'une entreprise. Elle vient à 40% de ce qu'on a dans le cœur, 40% de ses croyances et 20% d'une vision. Voilà. Et donc, nous, notre boulot, c'est d'aider les entreprises à raffiner ça et à le remettre dans des logiques qui permettent à deux communautés, finalement, de se rencontrer, une communauté d'employés, d'avoir des bonnes raisons de venir travailler, et puis une communauté client, d'avoir des bonnes raisons de choisir leur marque qu'ils préfèrent. Il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, 80% des clients pensent pourraient voir les marques qu'ils connaissent disparaître, hein, dans l'indifférence la plus complète. Ça, c'est une étude qui a été faite par des amis d'Avas, Meaningful Brands. Et puis de l'autre côté, on a 50% des employés d'un grand groupe en France, selon le baromètre J'aime ma boîte, qui ne se sentent pas très attachés à la boîte qui l'emploie. Donc, on a besoin de proximité, on a besoin de recréer du lien social dans cette époque-là, mais du lien tout court. Et quoi de mieux qu'une bonne histoire pour faire plaisir aux autres, recréer un lien avec les personnes, et puis finalement nous rapprocher les uns les autres. Parce que quand j'ai une bonne histoire à raconter, je le fais pour faire plaisir à la personne qui m'écoute. Et quelque part, il y a de l'utilité, il y a du plaisir, il y a du rêve aussi. Il faut du rêve. Je pense qu'on est dans une époque qui a besoin de rêver. Et voilà, donc je trouve que c'est assez exaltant. Et voilà, il y a de belles pages à écrire aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont là avec moi à parler. Et puis à ceux qui nous écoutent aussi. Parfait. On va passer, merci en tout cas, ça fait une belle introduction sur le sens et comment le mettre en mouvement. Parce que toi, ton histoire, et tu as bien fait poser des jalons, parce que toi, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps, ouais, et que tu mets en œuvre avec une continuité. Alors là, l'actualité te rattrape. Et c'est une chose qui va être intéressante pour toi dans les mois qui viennent. Ouais. Je passe la parole à Vincent et puis ensuite on prendra déjà quelques-unes des questions qui arrivent et Anne pourra reprendre la parole ainsi que tout le monde. Donc Vincent, on est tous pour les centaines de personnes qui nous regardent des petites vignettes, des petites images. Donc Vincent est un ancien journaliste d'M6. Il a travaillé aussi à l'OL comme Olympique Lyonnais TV. Et maintenant, il travaille pour un groupe de médias et de communication franco-suisse qui s'appelle Actua.prod, qui fait de la captation d'images, qui suit notamment de grands événements comme le Salon de l'Auto. Tu nous en as parlé, où tu as voulu transformer le Salon de l'Auto en 72 heures en salon, non pas présentiel, mais purement virtuel. Et tu es aussi un spécialiste de l'image et de l'image de tes clients. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme méthodologie pour faire en sorte que en B2B, soit des patrons d'entreprise, soit des marques puissent habiller leur image avec ce vecteur qui est très très fort, qui est la vue, puisque on le sait bien, parmi nos 5 sens, c'est et de loin la vue qui envoie le plus de signaux neuronaux au cerveau. Et toutes ces narrations, aujourd'hui, elles passent beaucoup par l'image, qui pose un problème d'ailleurs de désalphabétisation dans beaucoup de pays et derrière avec les conséquences politiques que ça a. Mais donc, toi, je t'ai tagué, entre guillemets, pour le début et la fin de ce premier tour de table comme l'homme de l'image, on va dire, visuelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces sujets-là en introduction que tu vois soit aujourd'hui avec étonnement, soit depuis le début de ta carrière, soit sur des axes d'évolution ou de conseils pratiques ou d'exemples étonnants? C'est vrai que le mot étonnement est juste. On est une structure aujourd'hui, on a 14 métiers, donc ça va du réalisateur en passant par le technicien. Nous, on est là pour accompagner les agences, on est là pour accompagner les marques, corporate, les fondations pour au mieux raconter leur histoire, véhiculer leurs émotions. Mais je vais prendre plutôt le flambeau accompagnement, ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire nous, on a l'outil technique, on a les studios. On a commencé avec de la pellicule. Aujourd'hui, on a un iPhone 11 Pro dans la main. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que finalement, la recette est la même. La recette est la même. C'est comment on va… on parlait tout à l'heure des Américains. On le voit quand ils débarquent au Festival de Cannes et quand ils habillent les hôtels et quand ils habillent leurs interviews. Bah voilà, là, on commence dans le storytelling. Pourtant, c'est simple, c'est faire une interview d'un acteur. Mais l'acteur, il est emballé, c'est marketé autour de ça. Mais
Dans le storytelling, ce qui est important, je crois, c'est d'abord, et nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est on écoute le client et on essaye de lui dire, soyez le plus crédible possible pour pouvoir durer dans le temps. Donc, à partir de ce moment-là, on essaye de mettre l'outil le plus adéquat pour raconter l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, raconter une histoire, c'est peut-être un documentaire de 52 minutes. C'est peut-être aujourd'hui la stories. Voilà, la stories aujourd'hui, on l'a vu pendant cette période de confinement, cette période de Covid, que ce soit une stories live ou une stories, une succession d'images, faut-il encore savoir raconter l'histoire? Comment je vais pouvoir toucher mon public, comment je vais le faire revenir, comment je vais le faire adhérer à mes lives que je fais tous les soirs à 18h. Alors oui, ça peut être un humoriste qui décide de faire des apéros tous les jours à 18h, mais voilà, boring, pas boring, voilà, il y a des questions qui doivent se poser. Voilà, et je pense qu'on a tous beaucoup appris de cette période parce que tout le monde a voulu créer, tout le monde a été confiné. Et je me rends compte quand même que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir raconter une histoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense aussi que ça va devenir de plus en plus important. Enfin, on le voit notamment sur la communication de crise de nos gouvernements, c'est que les gouvernements, de manière globale, ont dû créer des histoires globales en l'espace de quelques jours, dans une stupéfaction totale, chacun pour son propre État et sa propre nation. Et là, on est sur des storytelling qui sont extraordinairement complexes à mener. Et c'est vrai que, enfin moi pour ma part en tout cas, il y avait eu cette fameuse blague d'Orson Welles à la radio il y a quelques dizaines d'années qui avait annoncé que les Martiens, ou je ne sais plus quelle planète, étaient en train de nous attaquer. Et c'est vrai que moi, pendant les 2 ou 3 premières semaines, comme j'habite à Bordeaux, il y avait peu de cas de Covid. La différence entre une réalité d'une réalité, d'une dangerosité et une histoire complètement créée était subtile pour moi. Donc il y a cette notion de matérialité, de réalisation de la réalité par le vécu aussi. Et ça, je trouve que le fait qu'il nous manque certains des sens en ce moment, on en parlait avec Anne là, au tout début, quand vous étiez les premiers à vous connecter, je trouve qu'on se fatigue beaucoup les yeux aussi sur les écrans et le fait d'être en télétravail, on ne touche plus les gens, il nous manque certains sens et on va voir si ça va changer nos pratiques sociales, si la rupture sera suffisamment longue pour que le serrage de main, ces choses-là mettent du temps, longtemps, très longtemps à revenir, et ou si d'autres mythologies, d'autres comportements sociaux de groupe vont prendre place. Et ça, c'est vrai que c'est une narration de groupe qui est absolument extraordinaire, parce que celle-là, elle touche à l'inconscient, elle touche à la peur, qui est évidemment, je reprends indirectement un 7e axe, l'axe de la peur. Eric, on peut évidemment le jouer à tout moment, mais on sait bien que certaines campagnes sur le sida ou sur la prévention routière qui jouent là-dessus, jouer la peur, c'est l'incarner et c'est souvent tomber avec. Donc, on sait que pour vous, communicants, c'est des sujets qui sont extraordinairement compliqués. Anne, toi, tu es peut-être dans des univers où vous cherchez à créer d'abord une forme de pacification, un peu. Tu me disais que tu fais de l'aquarelle et que tu peins, peut-être d'abord créer un fond qui est propice à créer une narration et pas se lancer comme un Basquiat peut le faire dans une improvisation ou une impulsion créatrice. Il y a toute cette notion aussi, je trouve, dans tout ce que vous dites, de préparation. Il faut des racines, il faut savoir ce qu'on veut dire, il faut savoir sur quel axe, sur quel canal, et tu le disais aussi, Anne, il faut durer, parce qu'il y a aussi cette différence entre le lièvre et la tortue. Tu le suggérais, Vincent, c'est que c'est bien beau d'essayer de communiquer, mais après, on s'essouffle très, très vite. Donc, voilà, je vous laisse parler maintenant sans cacophonie, mais rebondissez et puis on va prendre les questions aussi. Donc, allez-y, moi, je regarde les questions et comme ça, je pourrai les reposer. Donc, allez-y, si l'un ou l'autre a quelque chose à ajouter sur ces choses-là. On a Blanche Bu, par exemple, qui nous dit « Le storytelling peut-il glisser vers une forme de manipulation de la cible, particulièrement en temps de crise ?» Jean-Philippe, par exemple, ou Anne, allez-y.
Oui, on le disait tout à l'heure, le mot a été employé quand on employait le mot marketer. On donnait l'exemple de ce qui se passe au Festival de Cannes quand les Américains arrivent. On a un peu la même impression quand on est aux États-Unis et qu'on visite le Grand Canyon. Il y a un endroit qui est designé spécialement sur le sol pour regarder le Grand Canyon, alors qu'on peut le voir 5 mètres après, 10 mètres après. Mais il y a une histoire dans laquelle on doit s'inclure, et c'est à cet endroit-là. Donc oui, il y a une manipulation. Il y a une manipulation dans le sens où de la même manière que l'on parlait tout à l'heure du format de TED, tout ça est fait pour créer de l'émotion et de l'engagement. Donc si on peut appeler ça effectivement aussi de la manipulation. Oui. Oui. Peut-être pour compléter un petit point là-dessus, je pense que comme tout dans la vie, c'est une question d'outils. C'est-à-dire que les outils sont pour faire des choses. La question, c'est l'intention qu'il y a derrière. Moi, je m'amuse beaucoup. Je pense que mes pairs ne diront pas le contraire, mais vous avez vu, depuis quelques années, on met du for good à toutes les sauces. Alors, on fait de la tech for good, on fait du business for good, on fait du for good à tous les étages. J'ai la chance de contribuer à une revue qui s'appelle Influencia, qui va sortir une prochaine revue là au mois de juin. Donc, je leur fais un petit coup de pub pour eux. Parce qu'Isabelle Musnik, qui emmène cette revue depuis une quinzaine d'années, fait un travail remarquable, dont le thème sera le good d'après. Donc, je vous invite à la voir. Je n'ai pas d'action là-dedans, hein, je le fais tout à fait à titre bénévole. Mais c'est intéressant parce que l'anglais, dans l'histoire, dans la façon de raconter l'histoire, a une capacité à être évident, à simplifier des concepts complexes, à globaliser. Et c'est tout le talent, évidemment, des Américains dont on parlait tout à l'heure, avec beaucoup de talent de mes collègues. Mais ça va être intéressant de voir comment, dans les mois à venir, on traduit business for good. Il y a deux façons de le traduire. Soit on le traduit comme business pour de bon, ou est-ce qu'on traduit pour business pour le bien? Et c'est là où le storytelling va faire toute la différence. Et oui, on peut manipuler, enfin on peut manipuler de moins en moins, je trouve, les gens, parce qu'il y a un filtre de vérité qui est en train de s'appliquer à l'heure actuelle. Et je pense qu'on peut tromper quelqu'un une fois, mais c'est un coup à un fusil. En revanche, la question, c'est quelle bonne histoire, pourquoi faire? Mais je pense que pour moi, c'est un créateur de liens, une bonne histoire. Et donc, il y a beaucoup plus à en tirer en positif qu'en manipulation. Voilà. C'est juste. Anne, sur la... Moi, je rebondirais sur la notion de lien parce que, comme vous venez de le dire très justement, dans l'événement, c'est bien le sujet, quoi. On cherche à être ensemble, à connecter les gens, que ce soit de façon distancielle ou présentielle. Alors aujourd'hui, nos clients nous engagent à réfléchir à du distanciel, mais au fond de l'histoire, c'est la connexion qui nous intéresse tout le temps. Donc, on va chercher à activer des challenges, à interroger beaucoup plus notre public. On va peut-être leur livrer des kits sur place en petits groupes pour qu'ils travaillent en team à certains moments, pour ne pas faire une session seulement écran. Et puis, on va travailler aussi sur l'imaginaire dans le storytelling, dans la mesure où c'est possible, hein, parce qu'il y a des marques qui nous demandent de travailler sur du contenu et pas du tout du storytelling, et qui n'ont pas envie de cette couche d'imaginaire. Mais heureusement, dans le luxe, la couche de l'imaginaire, je pense à des clients comme Dior avec lesquels on réfléchit en ce moment sur des façons de réenchanter leur relation dans le retail. On réfléchit à des événementiels où on va vraiment investir des espaces qui sont des espaces d'imaginaire, c'est-à-dire qu'on va faire un plateau, mais un plateau avec du décor 3D immersif dans lequel l'orateur va se promener, va capturer des éléments, va raconter une histoire et en même temps, visuellement, ça va être extrêmement fort, extrêmement magique. Donc, ce n'est pas du plateau télé classique, c'est du décor immersif dans lequel on va bouger, avancer, comme dans une fiction, dans lequel il y a un espace-temps, dans lequel on va partager en live, vraiment en live, avec des gens à l'intérieur de ce plateau qui sont des gens comme vous et moi. Ce n'est pas des super-héros de la télévision, c'est des managers d'entreprise qu'on va coacher pour leur permettre de rentrer dans cette hyper-réalité. Donc, vous voyez, on réfléchit à des choses comme ça. Et donc, tout à l'heure, quand Vincent parlait d'hybridation, on est vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on va prendre le meilleur de technologies qui sont des technologies qui sont soit de pointe, soit pas du tout nouvelles, hein, parce que notre métier évolue, mais le fond reste le même. Hein. C'est une bonne histoire avec les bons moyens. Hein. Et puis maintenant, de plus en plus, beaucoup d'interactions. Voilà, c'est-à-dire que le public n'est pas comme un santon qui regarde un écran. Voilà.
toutes les 10 minutes, il se passe quelque chose, et puis de temps en temps, on déconnecte, et puis il y a une action en live. Voilà. C'est un peu comme ça que nous, en ce moment, on réfléchit avec bon sens, avec beaucoup de professionnalisme aussi, et puis surtout beaucoup de crédibilité, hein, parce que je crois aussi que c'est un mot extrêmement important. Moi, je crois au rêve, à l'enchantement. Je travaille beaucoup là-dessus, mais il faut que ça soit crédible tout le temps. Voilà. Il faut qu'il y ait un enracinement. Tu parlais au début, Jean-Charles, de l'histoire de l'entreprise, de ses racines, ou tout à l'heure, Eric parlait des valeurs. Moi, j'adore mettre les valeurs en musique. Je trouve ça passionnant. Souvent, les valeurs, c'est une espèce de truc qui est placardé dans un site internet, c'est boring. Alors qu'en fait, c'est extraordinaire, quoi. Moi, je trouve que c'est une matière à rêver et à penser qui est exceptionnelle, quoi. Donc voilà, nous, notre métier, il va être beaucoup là-dessus, hein, chahuter tout ça, et puis créer des vraies interactions et du lien pour que ça fasse un moment extraordinaire. Voilà. Jean-Charles, si tu permets, j'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Anne, et notamment cette notion d'interaction, parce que moi, je pense qu'il y a un enjeu fondamental pour le storytelling, qui est l'enjeu de l'interactivité. Depuis que le digital est là, la dimension de l'interactivité, elle est fondamentale. Or, la plupart du temps, quel que soit le thème du storytelling, que ce soit la performance, etc., il y a peu de choses où on voit une réelle interactivité. C'est-à-dire qu'on est toujours finalement dans la définition de la théorie de la communication de Shannon et Weber. On a un émetteur qui est la source du message, qui va le coder, qui va l'envoyer à un récepteur, qui va lui-même le décoder, le comprendre. Mais il y a peu de feedback, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et notamment dans le domaine qui est le mien, qui est celui de l'optimisation des relations entre les marques et les gens, je trouve qu'on est très, très pauvre en termes d'outils. Il faut savoir que ce qu'on appelle les plateformes de marque, c'est quand même des outils qui ont été inventés dans les années 50 et qui n'ont pas bougé depuis. Donc, on utilise des outils totalement analogiques dans une situation qui est complètement interactive. Donc, je pense qu'il y a cette question de l'interactivité, c'est-à-dire comment, dans une narration, on fait rentrer les gens à l'intérieur, comment on met de la place, on fait de la place finalement pour les citoyens, pour les consommateurs, quelles que soient les personnes auxquelles on veut s'adresser, à quel moment ils font partie du message. Jeff Bezos, il disait, une marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce, et cette pièce, elle est essentiellement digitale. Donc on sent qu'il y a Et l'interactivité, ça ne peut pas se résumer à quelques posts de commentaires sur les réseaux sociaux. J'entends vraiment une interactivité où on participe à la création, à la conception, à la nourriture de ce que raconte une marque, finalement. Et là, je trouve que c'est un enjeu absolument capital qui, aujourd'hui, n'est pas encore relevé par tous nos métiers, je pense. Mais moi, je me permets de rebondir là sur ce que je peux rebondir après, j'aimerais. Nous, ce qu'on a proposé là pendant ce Covid, donc nous aussi, on accompagne pas mal évidemment de marques horlogères, de fondations, c'était de proposer des lives. Ouais, soyez en interaction directe avec votre audience. Mais ça fait peur, le live. On se rend compte que ça fait peur. Ah, mais non, je ne vais pas pouvoir maîtriser. Bah si, parce que tout sera écrit en amont, comme une émission de télé. Il y a une journaliste qui va être là. On va vous accompagner. Il y aura 3 questions. Il y aura un animateur pour le chat. On va faire du filtre. Et on sent que ça fait peur. Ils ne sont pas prêts. On a l'impression qu'ils ne sont pas prêts. Le monde du corporate n'est pas prêt à faire des lives. C'est juste. Alors, je reviens sur ce que tu disais, Jean-Philippe, parce que je fais souvent un schéma et j'aimerais qu'Éric commente aussi après, s'il le veut bien. Il y a une notion de support. Je trouve que quand on lit un livre, la projection qu'on a, elle est totale. C'est-à-dire qu'il y a les mots, mais on est totalement libre dans la manière dont on se projette. Quand on regarde un film, il y a déjà un cadrage, c'est le cas de le dire. Donc, il y a déjà un resserrement. Vous allez voir où je veux en venir. Il y a déjà un resserrement. Quand on est dans un jeu vidéo, même si on a une liberté, là, on est déjà dedans. Et quand on est dans une expérience de réalité virtuelle, parce que moi, j'en suis un spécialiste, je viens du monde du jeu vidéo, là, on est dans l'immersion. Sauf que la complexité, ça répond partiellement à ta tension, Jean-Philippe, c'est que tous ces médiums-là ont besoin quand même d'une narration solide. C'est pour ça que j'aimerais qu'Éric nous parle de ça et de sa vision là-dessus. Mais l'interactivité, elle vient en plus. Ça veut dire qu'il faut en plus être capable de gérer les feedbacks. Et je me souviens, il y a 20 ans, j'avais fait Superman en jeu vidéo. Et Superman, ce petit coquin, il vole.
Et quand je passais tous mes week-ends à tester mon Superman qui volait, il fallait que je teste tous les bugs sur tous les immeubles où il pouvait voler. On a fini par péter les plombs. On aurait presque, si on avait pu et que Warner nous ait laissé faire, on aurait fait un jeu de bowling avec Superman, mais ça aurait peut-être eu moins de succès. Mais donc, il y a cette notion de couche, de technique, qui nécessite à la fois une virtuosité de narration, plus une virtuosité technique, plus une virtuosité d'interaction. Et ça, c'est donné à très peu de monde. Et donc, j'aimerais qu'Éric nous éclaire là-dessus, notamment, y a-t-il sur les 10-15 dernières années une plus grande appétence pour le storytelling ou n'est-ce qu'un canal parmi d'autres de diffusion de contenu et pas plus à la mode aujourd'hui qu'hier ou demain selon toi? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, je pense qu'il y a une plus grande appétence incontestablement pour le storytelling. En tout cas, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un choix. On a le choix soit d'asséner en communication des arguments factuels, hein, ou alors de raconter des histoires. Et encore une fois, parfois il y a des cas où c'est plus intéressant et plus efficace on va dire, d'amener des arguments très tangibles et très factuels. Et parfois, c'est plus intéressant de raconter des histoires. Je pense, et je suis d'accord avec ce que disait Jean-Philippe, il y a un grand espace qui s'ouvre devant nous avec les médias digitaux, et je pense que les médias digitaux appellent, on va dire, renforcent l'appétence pour le storytelling et renforcent aussi la difficulté du storytelling. Je vais citer un exemple très simple d'une institution qui a réussi à raconter une histoire fantastique. C'est une agence parisienne qui a fait ça pour quelque chose qui s'appelle le musée de la Grande Guerre à Meaux. Alors, la guerre, ça n'intéresse pas grand monde. Meaux, pas forcément la ville vers laquelle tous les regards se tournent. Et ils ont réussi à créer un succès fantastique en créant le Facebook d'un poilu. Donc, encore une fois, plutôt que de parler simplement de la Grande Guerre et de montrer quelques vieux visuels, ils ont fait vivre ça et le début de l'histoire était écrit, hein, donc le poilu existait vraiment, la base était là, et puis son histoire a été écrite, et évidemment les questions, les réactions des uns des autres, du public ont vraiment structuré l'histoire, et ça a donné lieu à quelque chose d'assez fantastique parce qu'il y a eu cette interactivité. On l'a interrogé sur ses conditions de vie, on l'a interrogé sur sa famille, on l'a interrogé, etc. Enfin bref, sur plein de choses. Et ça a donné lieu à une très très belle histoire. Donc, je crois que sincèrement, ça ouvre des portes assez fantastiques et je pense que le digital amènera à des histoires. Je ne suis pas sûr que le format Stories, qui à mon avis vole un peu son nom, soit le meilleur support pour ça. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais de façon générale, oui, l'interactif est, j'allais dire, un vrai tremplin pour le storytelling. Je voulais réagir juste aussi sur le sujet de la manipulation dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Quand on disait que le storytelling a été inventé par les religions et remis au goût du jour par les politiques, je pense qu'on a la réponse à la question. Oui, c'est un outil fantastique de manipulation dont il faut se méfier. Pendant la crise du Covid, on a entendu plein d'histoires fantastiques, par exemple celle d'un prix Nobel qui nous expliquait qu'on avait mis un peu du VIH dans ce fameux virus. Et c'est une histoire qui pouvait sembler absolument crédible, réelle, et qui avait tous les ingrédients d'une bonne histoire. Donc, encore une fois, c'est très puissant, c'est très fort, et il faut s'en méfier, et il faut regarder ça avec une certaine distanciation. Et là aussi, d'accord avec Anne, je pense qu'il est vraiment important qu'il y ait de la crédibilité, qu'il y ait de la substance et qu'il y ait du réel, même s'il est sublimé là-dedans, pour ne pas raconter n'importe quoi, que ce soit en digital, enfin en offline ou en online. Ouais, il y a une question de Yasmine, si vous l'avez vu les unes et les autres, qui demande comment créer sa propre narration et sur quel canal. C'est vrai que quand on est dans son coin, vaut-il mieux, et c'est une bonne façon de le dire, Eric, s'appuyer sur des choses finalement plus structurées, plus factuelles, qui fonctionnent, ou bien tenter le triple saut périlleux de la narration, parce qu'elle peut tomber très, très, très à plat, la narration. Qu'est-ce que vous avez les uns ou les autres comme
anecdotes, expériences ou grands principes à donner à Yasmine, Guillaume aussi, sur le sens, sur une projection, enfin, peu importe, allez-y, à vous la main. Moi, je dirais que laisser la place plutôt aux spécialistes, mais je pense que pour raconter une bonne histoire, il faut déjà savoir qui on est, d'une part, et puis il faut trouver le bon registre d'évocation. C'est sûr que si tu cherches à écrire demain matin un Goncourt, alors que ton style, c'est plutôt effectivement des ouvrages techniques, il va y avoir comme un petit problème. Donc, je pense que le registre d'évocation, moi, je vois souvent passer des histoires de marques qui se font, cherchent à se faire, la pousse essaie de se faire plus grosse que le bœuf, comme on dit. Donc, je pense que quand on essaie d'être assez vrai, assez juste, de rendre compte de ce qu'on a à dire, de ce qu'on est, quand on est dans un registre d'évocation qui est le nôtre, je lisais aussi une question qui disait est-ce que, en tant qu'un conseil en fiscalité, en finance locale, peut avoir un storytelling? Mais oui, oui. Tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde a une histoire à raconter. La question, je pense que ou alors, c'est triste, mais je pense que oui, intrinsèquement, tout le monde a une histoire à raconter, la sienne. Et donc, ce qui compte pour moi, je pense, hein, mais je pars sous le contrôle des spécialistes, c'est quand même le registre d'évocation, c'est de jouer la bonne partition. Voilà. Oui, pour rebondir là-dessus, je pense qu'effectivement, toutes les partitions, enfin, on ne peut pas jouer à une partition, je trouve que ça dépend de l'instrument qu'on utilise. J'ai juste une anecdote là-dessus, moi qui a été un révélateur à un moment dans ma carrière. Il y a le métro de Londres qui fait une compétition d'agence parce qu'il y a une recrudescence de pickpocket. Donc, on travaillait plein d'agences qui présentent des campagnes extraordinaires et la campagne qui gagne a été en fait, c'est pas une campagne de publicité, en fait, c'est une agence qui a eu l'idée d'utiliser ou de recruter les pickpockets pour mettre des petits papiers dans la poche des gens qui leur disaient attention, il y a des pickpockets. Tu vois, tout d'un coup, cette interactivité-là et cette interaction-là, on a un lien qui est direct et presque naturel entre le sujet et le média que tu vas utiliser. Et je trouve que quelquefois, on trouve le bon instrument pour jouer la bonne partition. Voilà. Mais qu'effectivement, il faut d'abord savoir quelle évocation on veut mettre en avant et quel est le récit on veut faire porter. Merci Jean-Philippe. Ça me donne la possibilité de commenter le premier des 3 sondages. Globalement, donc, beaucoup des personnes qui nous écoutent et nous regardent pensent que le storytelling n'est pas forcément une affaire de spécialistes. C'est-à-dire que, comme le disait à l'instant Guillaume, et sur le canal dont tu parlais, Jean-Philippe, on raconte tous des histoires sans cesse, finalement, à nos enfants pour les convaincre de dormir, de manger leur soupe, à tous nos partenaires business, aux gens dans la rue pour négocier. Intéressant aussi, la plupart des gens disent ne pas avoir été formés ou sensibilisés. C'est un peu, quand j'ai monté ce webinaire, c'est un peu ce que j'intuitais. C'est qu'en fait, c'est un domaine qui est assez méconnu, sur lequel on n'est pas formé finalement dans nos écoles de commerce et qui nécessiterait, je pense, d'être mis au goût du jour, notamment autant sur les danses, les erreurs à ne pas faire, notamment dans les réseaux sociaux, que sur les manières de bien faire. Et puis, et ça c'est intéressant, et j'aimerais que tu creuses un petit peu, Jean-Philippe, parce qu'on n'avait pas eu le temps dans la première question que je t'avais posée. Les gens disent quand même, dans leur majorité, que c'est un don, le storytelling, et que du coup, ça sous-entend que ça ne s'apprend pas forcément. Et quand on regarde, c'est vrai, les meilleures vidéos de TED ou des meilleurs humoristes américains ou les plus grandes séries télé, on a quand même une impression de vertige en disant non, c'est pas pour moi. Et je pense aussi qu'il y a, quand on fait du réseautage, qui est mon métier, il y a le réseautage à l'américaine où les gens arrivent, ils bombardent de signaux avec des cartes. Et puis il y a le réseautage à l'européenne où on va d'abord créer du lien, aller boire un coup de Beaujolais ensemble, vivre des choses et ensuite seulement, peut-être est-ce une pudeur, commencer à parler des choses du business. Et je crois que là, il y a tout un terrain, un terreau sur lequel il peut y avoir une narration, je n'irais pas dire une narration de terroir, mais qu'est-ce que tu peux en dire, Jean-Philippe, sur cette sociologie de la narration et sur d'éventuels particularismes européens et français et puis, évidemment, les autres panélistes par rapport à des exemples de marques. J'aimerais t'entendre aussi, Eric, sur Disney ou Anne, sur les grandes marques internationales et globales que tu sers notamment. Alors effectivement, tout le monde peut raconter des histoires. Je pense que néanmoins, si on regarde un petit peu la manière dont travaillent les studios américains pour écrire les séries télé,
où on a des pools de screen doctors qui sont dans des salles, qui travaillent ensemble en interaction et qui sont en train de mener comme une enquête policière à l'envers pour dérouler tout le propos. Il y a vraiment un savoir-faire. Et d'abord, il y a des écoles de screen doctors aux États-Unis qui font florès, hein, et il y a plein de gens qui vont se faire former parce que il y a quand même des techniques et il y a quand même des choses. Après, on peut être un bon narrateur et avoir un avantage là-dessus. Alors après, moi, si tu veux, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a effectivement peut-être un storytelling un peu plus humble ou un peu plus sobre, on va dire, que le storytelling à l'américaine. Je suis quand même surpris de la façon avec laquelle les Européens se sont jetés dans le format TED. Et tu vois, ils ont pris tous les critères pour raconter une histoire, le faire avec émotion, en se déplaçant sur une scène, presque comme un acteur, en fait. Donc je crois que ces formats-là sont des formats assez bien partagés et que d'un certain côté, ça rassure un petit peu. Après, de toute façon, je pense que tout à l'heure, comme je disais, je pense que chaque histoire a potentiellement son canal ou son support le plus naturel. Je pense que chaque storytelling dépend de ce qu'on est soi et de l'histoire qu'on a à raconter. Et je pense que ce qu'on n'arrête pas de dire à des jeunes candidats autour de nous, quand on rencontre des candidats, ne rentrez pas dans une logorée ou dans un format de présentation, parce que se vendre, ça fait partie, c'est du storytelling aussi quand on est sur le marché du travail. Je pense que et c'est ça qui est difficile, c'est comment on peut trouver effectivement le bon récit pour se raconter. Donc effectivement, je pense que ça dépend de soi. Mais voilà, après, le storytelling américain a quand même fait pas mal d'émules un peu partout dans le monde. Donc il y a des choses qui se partagent aussi. C'est vrai. Il y a notamment les suppléments pour ceux qui l'ont vu dans la série Breaking Bad, où on voit toute l'équipe de scénaristes et c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils sont 7 ou 8, ils ont des Legos, on les voit, mais si machin fait ça, c'est peut-être que... Et là, on voit qu'en fait, une des ruses, entre guillemets, sans connoter le mot ruse, c'est qu'ils travaillent en groupe pendant des mois et des mois et des mois. Il n'y a pas une seule personne, il y a des arcs narratifs multiples qui travaillent sur des saisons. Enfin, il y a vraiment... Et comme tu le disais, c'est un savoir-faire. Et je pense que cette notion d'artisanat, j'aimerais bien que tu creuses, Anne, aussi, tout part de l'artisanat, tout part de la volonté ou de l'idée géniale des pickpockets. C'est d'abord une idée qui peut prendre ou pas une forme de narration. Il y a Meriem qui dit, quand on rentre dans une question à laquelle je vais répondre et je vais vous passer la main aussi, quand on rentre dans des narrations très storytellées avec de la technologie, ne se rapproche-t-on pas du jeu vidéo? Et là, je suis obligé de répondre à la question parce que la nouvelle société que l'on vient de créer, qui s'appelle Insider, c'est exactement ça. Elle se situe, en fait, on va créer du lien entre les réseaux des personnes, les insiders qui nous rejoignent, et de l'autre côté, les personnes que nos clients veulent rencontrer. Et en fait, pour nos insiders, c'est un jeu. C'est le jeu de l'activation de son réseau. Et c'est ce que j'appelle des business games. C'est tout un segment de marché, je trouve, qui va naître. Il n'est pas encore né, mais ça, l'insider, c'est comment est-ce que je joue à monétiser mon réseau, ce que LinkedIn n'a pas fait, par exemple. Et cette notion de gamification, de ludicité, ça ne veut pas dire que c'est drôle. Hein. Dans gamification, il y a, le mot anglais est trompeur parce que c'est mettre en place des préceptes de jeu qui vont créer soit de l'addiction, soit de la progressivité, soit la notion de récompense et de reward. Donc, c'est un mélange de plusieurs choses, la gamification. Il y a des cours, notamment sur Coursera, qui étaient gratuits jusqu'à il y a peu de temps. On était 70 000 à les suivre en même temps. Enfin, il y a des choses assez magiques là-dessus. Et c'est vrai qu'on est dans un moment, en plus, où on est capable de produire de la valeur en digital. Et ça va beaucoup changer de choses. Parce qu'on a tous eu des métiers où on était en présentiel pour créer du contenu. Là, on parle de contenu aujourd'hui et de la valeur monétaire. Mais maintenant, on va pouvoir, ce sera le thème d'ailleurs de notre prochain webinaire, on peut être slasher. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois dans une agence et le soir livrer des pizzas à domicile parce qu'on aime ça. Et ça, il y a une sociologie incroyable. J'aimerais que Anne et Eric réagissent là-dessus, qui va basculer. Parce que les modes de narration vont changer puisque le public cible devient multivalent.
il y a un chiffre extraordinaire. Il y a déjà 50% des Américains qui sont freelance. 50%. Mais un freelance, c'est quelqu'un qui, par définition, va faire papillonner son attention, va être une personne qui va non pas créer une carrière pendant 30 ans, mais va réfléchir beaucoup plus à court terme, en plus sur la notion d'usage au lieu de possession. Donc, tous ces sujets sous-jacents qui sont autant de thèmes narratifs, ils vont venir percuter, et ce n'est pas dans 2 ans maintenant. Avec le coronavirus, it's now, c'est maintenant. Donc, Anne, Jean-Philippe et les autres, hein, allez-y, j'aimerais vous entendre réagir là-dessus, parce que, alors moi, cette question de Myriam, elle est en plein cœur de ce qu'on essaye de vivre, parce qu'en plus, on crée une communauté pour lancer ce jeu du réseau, entre guillemets. Moi, je dirais, c'est assez vaste ce que tu dessines, donc j'aurais envie de revenir sur mon cheval de bataille, qui est ce côté matérialité. Oui. Et de citer des exemples de storytelling où finalement on a créé des déclics mentaux. Oui. Nous, on travaille beaucoup avec des gens de retail qui lancent des parfums, par exemple, qui est un peu l'accession au luxe, donc avec des marques, par exemple, comme Bulgari, où ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on les accompagne sur des process de formation, de training, extrêmement ludiques. Donc, quand tu dis formation, ça fait un peu boring dans le monde de la com, j'entends. Oui, c'est vrai. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des expériences qui sont hyper gamifiées pour que ces personnes puissent s'approprier les produits, vivre des expériences dès le début de la formation. Alors, ça se passe partout dans le monde. Donc, on livre des kits, et on a une plateforme digitale dans laquelle on met ces contenus. Il y a des narrations très fortes, c'est extrêmement visuel, c'est hyper chiadé, tout est fait sur mesure. Et par exemple, je pense comme ça, j'ai des images qui arrivent quand tu parlais de ça. On a par exemple accompagné, alors plein de lancements, j'en cite un comme ça, qui était Harryman, qui était une histoire d'architecture verte. Voilà. Vous savez, ces immeubles qui sont végétalisés dans toutes les grandes villes du monde. Et en fait, on a travaillé sur plein d'expériences pour que la connexion se fasse mentalement entre l'idée de quelque chose qui surgit du sol, qui monte, qui pousse, et qui va raconter la pyramide olfactive du parfum. Voilà. Et en fait, on a fait de la réalité augmentée, où finalement, la personne prenait son portable, donc c'était en formation, mais après, c'était sur le point de vente. C'est là où on fait des outils malins qui ne sont pas uniquement du one-shot. Et puis, avec son téléphone, en activant des objets qui avaient été identifiés, on faisait sortir du sol les éléments qui racontaient le parfum, donc les racines, le tronc et les feuilles. Voilà. Bon, c'est un storytelling assez élémentaire. Là, je réinvente l'arbre. Mais en le faisant avec un discours que le vendeur s'était approprié en formation, en fait, on a gagné un terrain gigantesque sur la persuasion, l'imaginaire, le charme, l'envie finalement de découvrir ce parfum avec des yeux qui étaient un peu plus émerveillés. Et puis surtout, ce qui se passait, c'est que le smartphone, il était dans la main du client. Voilà. Puis le client, il bougeait, puis il était en 3D, quoi. Il voyait cet arbre qui poussait. Enfin, c'était waouh, quoi. Et moi, je m'en suis servi très souvent en démo client, parce que c'était mon petit moment waouh, quoi. Tout d'un coup, j'arrêtais d'envoyer mon PowerPoint avec mon discours et je donnais la main au client et je faisais surgir cet arbre avec une histoire. Voilà. Je pense que vous n'avez pas besoin de le voir, vous l'avez tous en tête, ce truc. Et en fait, c'était phénoménal, quoi. Parce que c'était le bon outil au bon moment qui pouvait se passer de main en main avec quand même un effet waouh digital, mais pas un truc monstrueusement complexe. Voilà. C'est une petite histoire, mais ça donne bien une idée de là où va se nicher à la marge, parce que souvent c'est à la marge le storytelling. Oui, c'est juste. C'est le cas de le dire. On prend une graine, on la plante et on la fait grandir. Voilà. Et avec ça, on a exploité un registre qui était dans le marketing du produit et on l'a rendu vivant, commun, et on a créé une connexion très forte. Voilà. Je ne raconte pas tout le projet parce que là, il faudrait du temps, mais ça fait vivre l'histoire. C'est vrai que on va avoir beaucoup besoin d'expérience de plus en plus, c'est clair. Oui. Ça me fait penser à Eric qui a travaillé avec Disney notamment. Ce que fait Disney, alors c'est un peu la problématique inversée, c'est que là, il plonge les personnes dans le monde réel et pour les fans de Star Wars, ça va être absolument incroyable. Et elle a ouvert, juste avant de fermer, mais il y a quelques mois, c'est aux États-Unis où ils ont lancé cette reproduction en grandeur réelle du Millennium Falcon, etc. et de différentes
différentes scènes finalement du film. Et là, on se projette à l'intérieur de. Et cette notion de narration, parce que c'est vrai que l'une des choses dans l'univers de Star Wars, ce sont tous ces personnages, toutes ces races, tous ces univers qui ont été créés, et on se retrouve dans le bar au début, et ça nous emmène dans ces choses-là. Et ça, c'est vrai que bon, Disney a la puissance de feu financière, mais là où je te rejoins, c'est que c'est d'abord une idée. Et la notion de petite graine, c'est il ne faut pas se croire écrasé par des moyens. Une toute petite idée peut germer et faire son chemin. Et pour revenir à ce que disait Guillaume aussi tout à l'heure, il y a aussi cette notion de sens. Si c'est une idée qui a du sens, qui est ancrée dans un parcours personnel, c'est aussi ce que disait Vincent, ben là, on peut faire progresser des choses et créer des histoires. Est-ce que vous pensez, vous, que les patrons de marques ont intérêt à se mettre en avant, notamment les start-upers, un peu, et c'est notre brave Steve Jobs avec ses mains, là, quand il tout manucuré, qui a finalement mis en avant beaucoup son personnage, ou est-ce qu'il vaut mieux se cacher, je le dis volontairement comme ça, derrière sa marque qu'on peut sédimenter peu à peu? Peut-être, moi, je voulais rebondir une seconde sur ce que disait Anne. C'est très intéressant, c'est qu'un storytelling. Alors, j'ai l'impression que quand on parle de storytelling, parfois, ça pourrait donner l'impression que c'est un truc énorme, hyper complexe à déployer, très lourd, qui nécessite des moyens hollywoodiens, etc. Alors, je voudrais quand même repréciser, mais je pense que toutes les entreprises sont capables, quelle que soit leur taille et leurs moyens financiers, d'avoir une bonne histoire. Moi, j'ai fait l'expérience de cela quand j'étais directeur marketing de NAFNAF. La NAFNAF est une entreprise à histoire. Une entreprise qui a été créée en 1973 dans Sentier par deux frères. Donc, c'est vraiment, il y a toute une imagerie, etc. Et en fait, on s'est posé à un moment donné, à l'occasion des 45 ans, la question de c'est quoi la bonne histoire? Quelle est l'histoire de NAFNAF? Et surtout, quel est le prochain chapitre qu'on va écrire? Alors, deux choses importantes quand même, c'est que moi, je trouve qu'une bonne histoire, elle est vivante. Donc, c'est quelque chose qui doit être partagé, qui doit être enrichi par les autres. C'est un processus de coécriture. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une bonne histoire coécrite avec ses employés. Et je trouve que dans les exemples qui sont évoqués là, bah, si chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, ça en fait une bonne histoire. Et puis, deuxième point, un storytelling, quelque part, l'idée de storytelling, finalement, ça infuse tout. Ça infuse une expérience en boutique. Je me souviens très bien de la remise à plat de la plateforme retail de NAFNAF. On s'est posé des questions sur le factif, sur le détail, sur la décoration, sur les petits clins d'œil qu'on donne à ses clients. Vous savez, un peu comme dans un film, il y a des Easter eggs qui sont planqués pour les fans. Eh ben, on peut planquer des Easter eggs dans un concept retail également. Ça va dans la copie publicitaire, dans les films, dans le brand content, dans la qualité de la personne qui t'accueille aussi au siège de l'entreprise. Moi, j'ai fait l'expérience un jour incroyable. Je suis allé dans une entreprise du Nord que je ne citerai pas. Et derrière le desk du Standard, où je vais rendez-vous avec le directeur général, il y avait les valeurs de l'entreprise qui étaient affichées. Et je commence à discuter, à engager la conversation, parce que la personne qui me recevait me faisait attendre un petit peu. Et je discute avec la personne qui s'occupait de l'accueil du Standard. Voilà, et commence à me raconter en 10 minutes, avec force de détail et moult précision, les valeurs de l'entreprise. Et à la fin, je me suis dit, ces mecs-là ont gagné. Parce que si la personne au Standard, qui n'est pas obligée d'avoir ce niveau de détail de l'entreprise qu'il emploie, etc., est capable de me raconter une histoire convaincante à ce propos, je me dis, ça y est, ils ont fait remporter une grande victoire qui est celle de la culture. Parce que le storytelling, ça va servir à changer la culture, à l'améliorer, à la projeter et puis à la renforcer. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit témoignage là-dessus. Mais pour revenir sur le côté vivant de l'histoire. Voilà. Jean-Charles, un petit mot par rapport à Disney dont tu parlais tout à l'heure. Oui. C'est vrai que Disney se réfère beaucoup à ce que disait son fondateur, qui est vraiment starisé à l'extrême dans l'entreprise. Oui. Et c'est vrai que Walt Disney disait deux choses que je trouvais vraiment intéressantes. La première, c'est tout le monde peut écrire des histoires et on peut écrire des histoires sur tout. Donc, je pense que c'est déjà
on va dire, ça procède vraiment du côté décomplexé des Américains et en particulier l'entreprise Disney. Et je crois qu'il faut être très largement décomplexé par rapport à ça. Ça n'est pas forcément une affaire de spécialistes. Et on a la matière pour écrire des bonnes histoires si on travaille un tout petit peu. La deuxième chose que disait l'ami Walt, c'est chez Disney, on n'écrit pas des histoires, on les dessine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même un travail de spécialiste que les Américains appellent le craft. C'est vraiment une histoire, et on l'a tous vu quand on entend des gens dans des dîners raconter des histoires. Il y en a qui le racontent très bien, il y en a qui le racontent pas bien du tout. Ça tient souvent à pas grand-chose, à des petits détails, à la capacité d'avoir la bonne intonation, on va dire le bon rythme. Et je pense que là, c'est vrai que autant on peut trouver les bases de l'histoire, autant il faut parfois se faire aider si on n'est pas naturellement doué par des gens dont c'est le métier. Et dernière chose, autre exemple, je pense que les histoires où on implique les gens sont assez fantastiques. C'est l'exemple de Jean-Philippe des Pickpockets qui m'amuse beaucoup, me fait penser à un autre exemple qui est l'Office du tourisme islandais. L'Islande a été envahie par un volcan il y a quelques années qui a un petit peu, on va dire, dissuadé les touristes de venir faire un tour dans ce magnifique pays. Et ils se sont posé la question de comment refaire venir les touristes. Il y a plein d'agences talentueuses qui ont travaillé. Et ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de raconter une histoire. Ils ont créé un site internet où ils ont invité tous les Islandais à mettre une photo de ce qu'ils voyaient de chez eux et raconter comment ils avaient vécu cette histoire de volcan. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils y sont tous mis. Ça a donné un site assez incroyable. Et on va dire les gens ont pu constater de visu que le volcan avait disparu. Ils ont pu presque, on va dire, rentrer en contact avec la population islandaise et voir que les Islandais étaient des gens fabuleusement accueillants. Et ça a été un succès fantastique. Voilà, même quand on n'a pas d'histoire, on peut en créer une. Et encore une fois, les moyens interactifs, le digital en particulier, sont des choses fantastiques et des atouts assez incroyables pour y arriver. Ouais, très, très bel exemple. Ouais. Charles, si je peux rebondir sur ce que disait Eric, oui. C'est vrai que même avec peu de moyens, on peut faire des choses super. Là, je vois par exemple avec ces annulations d'événements automobiles ou horlogers à Genève. Voilà, on a écrit une petite guideline. On l'a envoyé aux personnes qui devaient se faire interviewer et puis les personnes ont tourné eux-mêmes finalement leur petite interview, leur petit reportage avec leur iPhone, leur iPad, enfin ce qu'ils avaient sous la main. Et nous, derrière, en post-production, on a rassemblé tout ça et ce qui donne en fait finalement après des talk business, voilà, c'est pas mal de contenu finalement à distance, quoi, à distance. Oui, il y a aussi ce sujet, ça on l'a tous vu, c'était il y a quelques années, mais il y a même certaines pubs qui ont été refaites avec les images tremblées, etc. Parce que c'est vrai que cette véridicité, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a cette notion de véridicité de l'image ou d'image dans l'image ou de capacité à voir que c'est vrai. On revoit en ce moment beaucoup de pubs Dove, je ne sais pas s'il y a que moi qui les vois ou si vous les voyez, mais on voit de vraies femmes avec leur vraie peau et la vraie histoire de leur peau. Et c'est vrai que tout semble tellement magnifié en ce moment que quand on revient à des vrais gens avec des vraies images qui bougent et des erreurs, c'est ce que dit Eric. Ça rend le message crédible. Là, pour une fondation, en ce moment, on demande à pas mal d'artisans en Europe de nous raconter un peu l'atelier, leur savoir-faire. On récupère les images et on les montre de façon FaceTime ou autre. Après, évidemment, derrière, on va arriver avec des petites géolocalisations, des petits codes digitales comme ça qui vont permettre. Voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de raconter une histoire. Jean-Philippe parlait tout à l'heure de Red Bull Stratos. Moi, j'ai eu la chance on a fait une grosse opération RP à cette époque avec Zénith, marque de montre. Oui. Il avait Zénith au poignet quand il a sauté de la stratosphère. Et puis, on est arrivé au Hangar 7 à l'américaine avec tous ces joujoux Red Bull, les avions. Donc, la story, elle est là. On a compris l'univers. Et on avait ce Felix Baumgartner dans sa capsule, mais impossible de lui soutirer un mot. Voilà, on lui posait une question, il répondait par 2 mots. Et à un moment donné, je prends un parti, je fais « Mais Félix, on peut attendre un moment si vous n'êtes pas prêt. » « Non, mais ça ne m'intéresse pas d'être là.
j'ai besoin de vous emmener quelque part pour vous raconter l'histoire. Et il avait besoin d'être dans son hélicoptère, être en l'air. Et du coup, on est parti avec l'hélicoptère. Et là c'était l'expérience, un truc de fou, quoi. Ouais. Et il avait besoin d'être dans son élément, quoi. Il avait besoin de… Voilà. C'est chouette. Ça me fait rebondir, merci Vincent, sur les commentaires du second sondage. Est-ce que vous pensez que les Américains sont plus doués que nous pour le storytelling? Les gens, globalement, de l'auditoire disent oui. Bon, on voit bien quand même que de ce point de vue-là, je ne dirais pas que les Américains ont gagné par rapport à l'exception culturelle française et au film et à la culture, mais en tout cas, oui, ils ont industrialisé cette façon de faire. Oui, il y a des méthodologies et oui, repiquons-leur méthodologie et adaptons-les à nous. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est comme une digestion, une cannibalisation permanente de ces sujets-là. Deuxième chose, l'auditoire nous dit qu'il s'est adapté à son storytelling depuis l'apparition des réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est quand même des médiums qui sont différents, sur lesquels il se dit beaucoup de choses, mais finalement, ils sont tellement récents, c'est que 10-12 ans, hein, donc il n'y a pas non plus de recul théorique trop fort. Et puis, ça, j'ai tenu à poser cette question, parce que ça, j'aimerais vous entendre parler là-dessus. Globalement, l'auditoire, et ça paraît logique, dit qu'il vaut mieux parfois un message court qu'une longue démonstration. Et ça, je n'irais pas dire que je m'inscris en faux, mais je pense qu'une narration peut aussi s'ancrer. Quand vous avez James Joyce qui écrit son Ulysse, quand vous avez Proust qui écrit À la recherche du temps perdu, là, ce sont des gens, ils ne se sont pas posé la question du format. Donc, la pensée, elle doit prendre du temps. Ça, c'est un message que j'aimerais, moi, faire passer, ma petite pierre, pas théorique, mais narrative à l'édifice aujourd'hui. C'est si c'est court, tant mieux, ça s'adapte à certains formats. Mais si ça doit être long, eh bien, ça peut être long. Parce qu'on est aussi dans un monde qui a raccourci le temps de penser à pas grand-chose. Voir les ping-pong des derniers duels politiques, que ce soit en France ou ailleurs, où finalement on peut lancer des bombes sur l'autre sans jamais répondre soi-même à des sujets de fond. Donc le fond, la narration, elle peut se déployer dans une temporalité longue. Et c'est notamment, très paradoxalement, ce que fait Disney avec Genie quand il a racheté tout le fonds de Marvel, c'est qu'en fait, il crée ce qu'on appelle des multivers. D'habitude, vous avez un film, le début, la fin, puis après, éventuellement, vous avez la suite. Mais là, ces petits coquins comme Marvel, il y a plus de 2000 personnages. Donc, croyez-moi, on en a pour des décennies, des siècles et des siècles, on dirait quelqu'un d'autre. Mais du coup, ils croisent les personnages. Et du coup, vous avez celui de l'épisode numéro 3 qui discute avec un autre, mais on retourne dans le futur avec un prequel, un sequel. Et du coup, ces multivers permettent une narration totale et avec, cette fois, très paradoxalement, une consommation à l'américaine en petites bouchées, mais sur une narration longue. Donc, ne vous privez pas des narrations longues parce qu'elles permettent de créer et d'ancrer, de matérialiser. Je vois que tu trépignes, Jean-Philippe, tu as des choses à dire là-dessus. J'opine du chef parce qu'effectivement, c'est tout ce qu'on a appelé le transmédia storytelling. C'est comment une histoire peut être de manière centrale sur un support, en l'occurrence la télévision ou le cinéma, et exister de plein de formes possibles. Et en fait, plus il y a de formes et de points de contact possibles, plus il y a cette capacité à créer une immersion. Enfin, on a tous vu cette série qui s'appelle Lost. Oui. Au-delà des épisodes, ils ont fait une campagne de publicité sur la compagnie Oceanic Airlines, qui était la compagnie de l'avion qui s'était écroulé. Il y a eu des documentaires très sérieux faits sur la société Dharma Initiative, qui était une des sociétés dont on parle en film. Donc, plus on arrive à trouver des sortes d'extensions narratives autour du sujet principal, plus on arrive, je pense, à créer cette immersion qui est aujourd'hui, me semble-t-il, l'enjeu principal, immersion parce que participation. Et c'est encore une fois, c'est ce que tu disais sur les jeux vidéo. Je pense qu'au-delà même de la technologie, il y a presque une obligation de laisser de la place aux gens dans la création du storytelling. Et c'est absolument fondamental. C'est une notion d'espace, de respiration, c'est très intéressant. Même en architecture, il y a des exemples étonnants. La jeune femme qui vient de gagner le concours de l'Équerre, qui est un grand prix en architecture, elle a créé un immeuble à Dijon où chacun des logements est composé de pièces carrées identiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisine,
pas de chambre, pas de salle de bain. C'est aux gens d'interpréter, d'amener leur interprétation de ce qu'ils vont faire de leur logement. Donc, ça, si l'architecture arrive à permettre une certaine interactivité, je pense qu'on peut le faire aussi sur plein d'autres médiums un peu plus apportés et un peu moins impactants, si je peux dire. Moi, je dirais, juste pour ajouter que je pense que James Joyce, aujourd'hui, n'écrirait peut-être pas son ouvrage avec autant de chapitres aussi longs. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le grand paradoxe du temps et l'époque dans laquelle on vit dans une époque de multi-écran, on vit dans une époque d'immédiateté de l'information, multicanal, tous azimuts, tout le temps, à chaque instant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien les défis, on en parlait un petit peu avant de démarrer, mais on voit bien les défis pour la mémorisation, pour l'attention, pour ne serait-ce que l'adhésion des gens, l'appropriation des contenus, etc. Donc c'est sûr que moi, je donnerais 3 conseils. En fait, je pense que l'époque, on va dire, nous oblige à raconter en peu de mots des choses importantes. C'était une des questions qui était posée dans le chat, là. Donc je pense qu'il y a une certaine économie de mots de façon à être plus clair, plus singulier. Voilà, on n'a pas 10 minutes pour raconter une grande histoire qui commence par un Once Upon a Time et qui va prendre 3 ans à se développer. Il faut aller plus vite, il faut être plus régulier dans le temps. C'est-à-dire qu'évidemment, je pense que ça conduit les dirigeants, les équipes, les personnes qui sont à la tête d'une aventure entrepreneuriale, parce qu'il faut se rappeler qu'entrepreneur, c'est l'art de raconter une histoire en devenir. C'est l'art de projeter, c'est l'art de former un rêve et un vœu. Et aujourd'hui, les grands entrepreneurs dont on parle, effectivement, on parle de Steve Jobs, c'était quelqu'un qui était un conteur d'histoires incroyable. Et c'est vrai que, deuxième conseil, je pense que c'est la question de la constance. C'est d'être effectivement très constant sur ce qu'on a à dire et ne pas en dériver. Donc, il y a une logique de se faire accompagner pour être vraiment soi et pas y bouger. Et puis, être régulier dans le temps. Je pense qu'au lieu d'avoir 10 minutes d'attention de quelqu'un, on va avoir 10 fois 1 minute ou 100 fois 10 secondes. Voilà. Donc, il va falloir réviser les formats. Mais ça, c'est tous les hommes de l'art qui sont là de raconter ça. Mais moi, j'y crois beaucoup. Oui, alors ça me fait rebondir sur une chose aussi, je suis complètement d'accord. Il y a la notion de fan aussi. C'est vrai que c'est ce que tu sous-entends, Jean-Philippe. C'est quand tu arrives à créer une communauté exogène au projet, à la narration, là c'est gagné. Ça veut dire que tu as réussi à transfuger, et notamment il y a les fans de Star Wars qui vont analyser chaque détail. Il y a des histoires extraordinaires sur leurs fans, mais là de nouveau, pour nous rassurer par rapport à ça, il y a beaucoup d'histoires, notamment un livre de Peter Wisking qui s'appelle « Le Nouvel Hollywood », qui explique un moment dans l'histoire américaine, à la suite des années 50, où il y avait les fameux soap opéras. Et là, les panélistes le savent, mais peut-être que tout l'auditoire ne sait pas. Les soap opéras, ça vient aussi, bien sûr, de Procter & Gamble et de la réclame liée au savon. Ils avaient besoin du temps de cerveau des ménagères entre 2 épisodes, et c'est là que la réclame est apparue. Mais du coup, dans les années 70, avec le Vietnam, etc., il y a eu un moment où les grands patrons de studios n'arrivaient plus à toucher les gens parce que sur un plan sociologique, politique, il y avait trop de brassage. Donc, ils ont laissé entrer des mecs chevelus, les Kubrick, les Spielberg, etc., qui avaient plein d'idées. Et elles n'étaient pas bonnes ou mauvaises. Simplement, ils avaient besoin que cette classe d'âge parle à une classe d'âge. Et donc ça, pour vous rassurer, pour ceux qui ne le sauraient pas, George Lucas avait fait un nanar complet qui s'appelle THX 1492, qui est vraiment, vraiment pas bon. Et pour écrire Star Wars, il a mis 10 ans, il n'y arrivait pas, sa narration était mauvaise, c'était poussif, c'était une galère. Et ce qui a fait la fortune de Star Wars et de George Lucas, c'est notamment qu'il a été le premier, à la risée de tous les studios, à demander à ne quasiment pas être payé sur le film, mais à obtenir l'intégralité à vie des droits sur les produits dérivés. Dans un autre univers. Et il a gagné à date plus de 4 milliards de dollars sur cette notion de produits dérivés. Donc, on voit bien qu'il y a des moments où des types de narration peuvent surgir. Et moi, je pense, je ne m'inscris pas en faux, mais je pense que les narrations longues peuvent aussi, si c'est le moment, trouver une forme. Bon, il a été fulgurant, mais notre brave Manu, en France, il a quand même pulvérisé tout le monde en un round. Bon,
les planètes se sont alignées pour lui politiquement. Mais enfin, là, il a quand même, en termes narratifs, bon, de nouveau, hein, il a pris des relais, tout s'est bien enquillé pour lui. Mais néanmoins, il était temps, et tant qu'elle n'a pas démarré cette nouvelle narration, on ne le voit pas, ce basculement. Après, on peut l'écrire de manière post-mortem. Mais au moment où il arrivait, on pouvait croire que les détenteurs du pouvoir à l'ancienne, entre guillemets, allaient de nouveau. Et il a réellement balayé tout le monde, ce qui pose évidemment, on le sait tous, le problème de sa propre narration et de sa propre succession, parce qu'il n'a même plus d'appareil politique. Là, on le voit, ça pose d'autres sujets. On revient vers cette notion de narration politique ou sociétale. Et là, je pense qu'il y a un moment où, que ce soit vous, des hommes de communication, de publicité, de médias, de marques, de création d'expériences, ou les hommes politiques, là, ça fait un cut, je trouve, et j'aimerais bien vous entendre réagir là-dessus. Les réseaux sociaux, ils sont arrivés à peu près un peu après 2000, mais on est toujours dans la première vague des réseaux sociaux, qui nous ont pris par leur extraordinaire capacité de nous prendre du temps de cerveau pour rester comme des légumes à la Matrix devant un écran. Mais là, pour beaucoup d'entre nous, ce coronavirus, il a mis un point d'arrêt à ça. Toi, tu nous le disais, Anne, tu n'as pas d'écran à titre personnel. Il y a une espèce de culture à tous les sens du mot, du retrait par rapport à l'image et à la submersion par l'image. Mais là, il y a beaucoup de personnes, même si Netflix voit ses audiences monter, etc., il y a beaucoup de personnes qui se reposent cette question de la distanciation par rapport à ces réseaux sociaux. Et ça ouvre une possibilité narrative absolument extraordinaire. Moi, je suis très excité de voir ce qui va se passer à partir de maintenant, et dans les séries télé, et sur le plan des marques, parce que c'est pour ça que Guillaume est là aujourd'hui, même si tu sers de caution, entre guillemets, mais des marques qui n'ont pas de sens ou plus de sens, ça va être chaud pour elles, quand même, dans les mois qui viennent. Quand même, les Bulgaries, etc. Ça va être compliqué. Je t'écoute. Écoute, tu sais, je pense que si tu considères qu'une entreprise, c'est une aventure d'une communauté humaine au service d'une communauté client, juste, tous les business ont de la valeur. Je veux dire, et je pense qu'il faut pas avoir peur de… Je pense que ce qui termine, si tu veux, c'est un monde dans lequel les entreprises sont là pour créer de la valeur économique, point. Oui. Ce monde-là termine. Mais moi, je crois que le luxe, et je parle sous le contrôle de Anne, qui connaît bien cette industrie, mais je crois que le luxe a du sens. Je crois qu'il a du sens parce que nous, on a des clients dans le domaine du luxe et de l'artisanat. Il y a des filières derrière, il y a du talent, il y a de l'histoire, il y a quelque chose qui nous dit, tu sais bien toi aussi, de notre patrimoine, de notre histoire commune. Et je crois que l'homme se réalise aussi dans ses réalisations. Et donc, moi, je crois que toutes les industries ont une capacité à cela. C'est la méthode du collectif. On a développé une méthode qui est déposée, qui s'appelle la méthode remarquable, avec beaucoup d'humilité. Mais parce que, quelque part, notre boulot, c'est de faire ressortir le remarquable qui réside dans chaque organisation. Moi, je considère que chaque organisation a le pouvoir, je pèse mes mots, a le pouvoir d'être remarquable, parce que chaque personne a ce pouvoir en elle aussi. Oui. Et c'est ça qui fonde aussi sa capacité à raconter une histoire, dans le B2B, qui était le thème du soir, mais aussi dans le B2C. Et donc, je pense que le sens, c'est un peu comme une bonne histoire. Le sens, c'est ce que tu décideras d'en faire. Donc, oui, je pense que les entreprises sont porteuses de sens dans la mesure où elles sont au service des personnes, elles sont au service non pas d'intérêts catégoriels ou de leur actionnaire uniquement, mais au service de construire quelque chose qui les dépasse un peu. Ouais. Et je pense que c'est ce rêve-là qu'il faut qu'on arrive peut-être à retrouver dans une époque qui nous a tous mis au placard à raison d'un humain sur deux. C'est juste. Tu réponds indirectement, et je laisse parler les autres aussi, à une question sur l'émotion. La narration doit-elle passer par l'émotion? Et c'est vrai que quand on revient à ces racines-là, ça permet de se mouvoir. Anne? Oui, moi, je m'étais préparé une petite conclusion en mode cocotte en papier, en disant que finalement, dans cette matière du storytelling, il y avait surtout une matière à expérience, avec cette envie de sortir un peu de notre coquille en ce moment, d'aller toucher près, d'aller rencontrer, mais peut-être aussi de façon digitale pour certains. Et puis tout ça, ça allait redéployer, je l'espère, cette notion d'émotion et surtout cette notion d'imaginaire qui pour moi est quelque chose d'absolument essentiel, qui personnellement m'habite, me transporte tous les jours, parce que sans cet imaginaire, surtout dans les temps que nous avons vécus,
je pense que je n'aurais pas survécu aussi bien que je le fais, en fait. Voilà. Et je crois beaucoup à ça et je pense qu'il faut qu'on travaille et qu'on s'emploie, nous les professionnels de la communication, mais tout le monde, nos clients ont en substance ces histoires à l'intérieur d'eux. Il faut simplement que de temps en temps on les fasse ressortir, qu'on leur redonne un petit coup de lumière, une étincelle. Et c'est en tout cas moi là-dessus que j'ai plaisir à travailler et à réenchanter le monde d'aujourd'hui. Oui, merci, j'aime beaucoup moi ce mot réenchantement. Et il y a aussi une notion, et j'aimerais Eric aussi là-dessus, de douceur. Comme on est quand même en temps de crise, de guerre, si on reprend les mots du président français, je trouve qu'on retrouve une douceur entre les personnes qui donnent un terrain ou un terreau assez fertile au sens, à l'éthique, à la projection de soi, etc. Et aussi à l'écoute, à l'échange avec les autres. On ne connaît plus ses voisins, etc. Donc, et sur cette notion de douceur, lorsque j'ai animé notre premier webinaire il y a 1 mois et demi après le confinement, j'avais repris l'image du Petit Prince. Et je trouve qu'elle est assez juste, je trouve, sur une espèce de fond commun sur lequel on se retrouve, qui transcende les langages. Eric, qu'est-ce que tu en dis là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont perdurer au-delà de cette période de confinement, ou est-ce qu'on est dans un moment, et puis d'autres moments, comme toujours bien sûr, vont venir les effacer au profit d'outils? Question très difficile. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça et qui disent beaucoup de choses un peu creuses et à mon avis qui prennent beaucoup leur désir pour des réalités, je crois, en ce moment. Mais il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que cette crise marque un point d'arrêt aux réseaux sociaux et à la force des réseaux sociaux. Je pense qu'au contraire, on voit une amplification des réseaux sociaux, de l'utilisation des réseaux sociaux pour raconter des histoires et communiquer. Je parle des marques en général. En tout cas, c'est ce que pour moi cette crise montre. Oui. Et je pense que c'est durable et ça risque de s'accentuer. Donc ça, c'est un point essentiel et ça nous oblige tous, ça nous mobilise tous autour de la capacité justement à pouvoir raconter nos histoires avec, on va dire, le phasage et le bon rythme qu'exigent les réseaux sociaux, donc qui est particulier. Donc ça, je pense que pour moi, on n'est pas dans le recul, on est au contraire dans une certaine forme de développement, voire même de triomphe. Oui. Le vrai changement, je pense, je l'espère en tout cas, je le dis avec beaucoup d'humilité, je pense qu'il est autour des discours, du contenu des discours et de la notion d'utilité, de sens des marques. Il y a beaucoup de marques qui ont pu se construire sans vraiment faire référence à leur utilité pour le collectif, pour simplement leur bénéfice individuel. Je pense que ça, aujourd'hui, les marques qui sont sur ce registre-là, elles vont être extrêmement pénalisées, elles vont avoir beaucoup de difficultés. Et je pense que demain, si on n'est pas sociétal, enfin, pour une marque, ça va être sociétal ou ne pas être. Donc, je pense ça va être très, très important de vraiment charger son discours, de charger sa communication, de charger son histoire de cette notion-là. Pour moi, ça me paraît très important. Je crois vraiment que cette crise a montré ça, qu'il y a une inflexion qui ne me paraît pas passagère. Mais encore une fois, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le contraire. On est plutôt dans une expansion. Je ne porterai pas de jugement de valeur là-dessus, mais en tant que professionnel de la com, je fais avec. Je peux avoir un point de vue personnel, mais je fais avec. Par contre, j'incite vraiment mes clients à se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à raconter pour le collectif, pour l'utilité collective. Il y a là vraiment un terreau fantastique qui est encore sous-utilisé et qui fait que si on n'est pas capable d'utiliser ce levier, on risque de ne plus être tout à fait audible dans les mois et les années qui viennent. Moi, je suis d'accord. Et d'ailleurs, il n'y a pas à te donner tort ou raison, mais il y a un groupe très précis qui te donne raison. Ce sont les analystes financiers des bourses qui clivent totalement les entreprises en deux. Alors là, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Il y a toutes les GAFA, les digitales, leur cours monte parce qu'ils croient au travers de leur médium qu'ils vont triompher. Et par contre, des sociétés plus traditionnelles ont leur cours complètement effondré. Voir General Motors versus Tesla, là, on est dans l'archétype même de cette
de ce déchirement entre un passé, entre guillemets, mais qui est pourtant bien présent, parce que ce sont des sociétés qui existent encore et qui vont exister encore longtemps, et la fulgurance de cette prise de pouvoir. Et la bourse, elle, le Nasdaq, a tranché. Pour elle, pour le Nasdaq, le combat est fini. Voilà, maintenant, il faut en tenir compte. Et là, de nouveau, il n'y a pas de jugement de valeur, mais en tout cas, ces gens-là qui ont une forme d'analyse puissante, durable, et qui possèdent une bonne partie du monde et qui le meuvent, vont le mouvoir dans ce sens-là. Donc, tout ce que vous dites pour travailler dans les interstices, dans les failles, dans les opportunités, je trouve ça intéressant. OK. Peut-être une conclusion aussi de ton côté, Jean-Philippe? Moi, je pense qu'effectivement, l'immersion, moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien dans mon boulot, c'est que on ne peut plus fabriquer, pardonnez-moi l'expression, on ne peut plus fabriquer des marques dans un laboratoire avec une blouse blanche. J'ai l'impression qu'en tant que professionnel, on fait ça depuis longtemps parce qu'on n'avait pas les outils, etc. Je crois qu'il y a une énorme demande, et ça revient sur le sujet du storytelling, à ce que les gens à qui est destiné le storytelling soient partie prenante de l'histoire. Oui, oui. Ça, c'est absolument fondamental. Je pense qu'on dit que c'est l'impact du digital, c'est vrai, mais ce n'est pas une question de technologie, c'est vraiment une question de culture digitale. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser la communication sans penser l'interaction. Et je pense pour ça qu'il faut absolument que, en tant que professionnel, on ouvre au maximum la place et l'interaction avec les gens à qui sont destinés les messages et l'histoire de la marque. J'aurais dû juste porter l'attention sur des marques qui ont fait des choses absolument intéressantes, qui s'appellent les DNVB, les Digital Native Vertical Brand. Hein. C'est des marques comme Glossier ou comme Teddy Bear qui sont nées entièrement sur le digital, qui ont créé leur business model et leur branding en collaboration avec leur communauté. Elles sont nées du digital avec leur communauté. Donc, c'est possible de faire ça. Et je pense que c'est aussi un gage de légitimité de prise de parole des marques, c'est que leurs destinataires auront été partie prenante de la création de leur storytelling. En tout cas, c'est ce que je trouve. Je rebondis là-dessus et après, je passerai la parole aussi à Vincent et Guillaume pour leur conclusion. Le dernier sondage, il va dans ce sens-là de l'autonomisation et de la liberté. La quasi-totalité des sondés disent qu'ils ont mis en place un marketing d'eux-mêmes, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, les réseaux leur ont donné le pouvoir, ils le prennent. Deuxième chose, et là, alors c'est écrasant, 88% d'entre eux et d'entre elles travaillent tous les jours sur leurs réseaux sociaux professionnels, donc B2B, 88%, et mettent des choses sur LinkedIn, etc. Donc là, on voit que le médium est dominant et massif dans la production de contenu et donc de storytelling. Et 3, faut-il justement que les marques cadrent cette narration? Où doivent-elles laisser cette liberté d'expression? C'était évidemment la dernière question du dernier sondage. Et là, l'écrasante majorité est pour cette liberté d'expression. Et c'est vrai que toutes les marques qui vont se trouver en travers de ces relais d'opinion, gilets jaunes en premier, hein, parce qu'ils sont toujours là, et ils vont revenir, vont se faire balayer. Vincent, sur ta connaissance, toi qui as suivi des événements de crise en tant que journaliste, sur ton ressenti, les journalistes, c'est une publication que j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours un gut feeling de terrain aussi. Qu'est-ce que tu sens, sans jouer à Nostradamus, mais on est là aussi pour s'amuser un petit peu, dans les mois qui viennent, sur l'expression, sur la capacité de s'exprimer, sur les modes de narration que tu pressens ou que tu vas peut-être toi pousser, et les intuitions que tu as? Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis cet événement Covid, j'ai l'impression que si on parle des marques, que ce soit la direction marketing et même plus haut, ils sont plus à l'écoute en fait de leurs partenaires, de leurs prestataires. Je pense que si une marque est passionnée par quelque chose, et forcément, si je prends l'horlogerie, la voile, et à un moment donné, tout le monde allait dans la voile. Pourquoi? Parce que, mais il y a certaines marques, ça ne fait pas sens du tout qu'ils aillent dans ce type de sport. Et puis, il y a le facteur temps aussi. Le facteur temps. Si je prends un exemple personnel,
il y a 4 ans, on avait déjà lancé ce genre de petit live Instagram capsule. Ça n'a pas du tout pris. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que c'est la tendance depuis quelques mois, depuis un an, une grosse année. Il y a 2 ans, on propose à une marque de lancer sa chaîne Spotify, d'avoir cette expérience musicale. Bah non, c'était trop tôt. Et on voit qu'aujourd'hui, ça repart, quoi. Donc, il y a aussi ce côté tendance. J'ai l'impression, enfin, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais je sens que les personnes suivent quand même une tendance. Compris. Guillaume, un mot pour la fin. Vous pensez ? Écoute, je pense que bien malin serait celui qui pourrait dire à quoi va ressembler le monde d'après. Moi, je suis tiraillé parce que quelque part, j'ai l'impression que le monde d'après va ressembler au monde d'avant, mais moins bien. Plus tendu et encore plus serré économiquement qu'il pouvait l'être par une mondialisation malheureuse. Mais quelque part, il y a des signaux effectivement positifs. En tout cas, c'est sûr que là, on sort d'une époque où le timing est très bon parce qu'on sort vraiment de la crise d'urgence où il fallait éteindre des feux à une crise qui est en train de s'installer pour 24 mois. Donc, quelque part, je retrouve, comme le disait Vincent, je retrouve de l'attention chez nos clients qui se disent, voilà, c'est parti pour durer, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et je pense qu'il faut se rappeler que les crises sont des temps d'invention. Oui. Tous les grands modèles de société, d'entreprise, d'initiatives solidaires, sociales ont été inventés face à des temps de crise. Malheureusement, on a la mémoire de crise qu'on mérite. Qu'est-ce qui s'est passé après 2008 ? Pas grand-chose. Voilà. Mais bon, je pense que quelque part, il y a des signaux qui s'allument. Moi, je dirais que pour raconter une bonne histoire, il faut 4. Je m'étais noté en vous écoutant tous, mais je pense que c'est le temps des projets d'entreprise. Je pense que c'est des temps où il faut rebosser le projet d'entreprise et voir ce qu'il a de bon et solide et pour le remettre vraiment au carré et retirer peut-être tout ce qui est un peu superficiel. C'est le temps de mener des combats, d'avoir des causes à défendre. Et pour reprendre, je trouvais le point très juste de la part d'Éric de la question de l'utilité, quoi. Parce que oui, je pense qu'on est dans le temps de l'essentiel et les consommateurs vont trier entre ce qui est un peu superficiel et un peu ce qui est nécessaire. Donc, soit vous êtes nécessaire, soit vous ne l'êtes pas et vous serez acheté toujours moins cher. Voilà. Et puis, je trouve que c'est le temps de la singularité et puis donc de vous montrer vraiment unique. Et puis, c'est le temps des preuves, en fait, parce qu'on parle de storytelling. Et c'est vrai que le storytelling, ça peut être un beau discours, mais c'est aussi quelque chose qui doit être prouvé dans les faits. Et nous, on travaille beaucoup sur les preuves de nos clients pour leur dire, bah ouais, mais tu ne devrais pas dire ça parce que tu ne peux pas le tenir. Tu fais des promesses un peu en l'air. Et puis, voilà, c'est le temps de créer des choses et de montrer, démontrer, raconter, rendre compte. Voilà. Et c'est ça aussi le storytelling. Voilà. Ouais. Ben, écoutez, je trouve ça très belle conclusion. On est tous des bavards puisqu'on est tous des storytellers par nos métiers. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose ? On a brossé un portrait, je dirais, multivalent de la question par vos métiers respectifs, par vos expériences respectives, en donnant un petit peu de technicité, des conseils aussi, mais en restant humble dessus. En tout cas, moi, j'ai pris grand plaisir à dialoguer avec vous toutes et vous tous, parce que c'est ce type de conversation que je voulais ouvrir. Je sens aussi une grande prudence dans ce qu'on dit tous, parce que moi qui suis un montagnard, on est qu'au pied, là, on est au camp de base, là, on est encore dans la jungle, hein. Le sommet, on ne le voit même pas. Donc, l'escalade, on est bien beau là à parler tous, c'est bien de le faire et c'est moi qui vous ai invité, donc je ne vais pas m'en plaindre. Et je vous remercie tous de votre temps et de votre concentration, mais pas le plus dur, mais enfin le plus gaillard est quand même devant nous. Et c'est vrai, c'est ce que tu disais, Guillaume. On a 24 mois, pas pour tout changer, mais c'est vrai que l'entreprise et les entreprises vont continuer à produire comme elles le font. Donc, l'économie va repartir, mais en même temps, ça va être long. Et donc, ça laisse un temps paradoxalement très condensé. Et 2 ans, c'est quand même un petit peu de temps. Et c'est cette espèce de double détente un peu inversée qui va être quand même très, très, très intéressante. On a un de nos clients, nous, qui est une banque qui est la plus ancienne des banques suisses. Elle a 300 ans, ils ont traversé 30 crises. Donc nous, on est des gamins à côté d'eux. Et ils vont pleinement dans tous les sujets de sens, d'investissement qui font du sens. Pas du tout. Alors les Suisses ne sont pas des poètes, hein. Ils ne sont pas comme nous, les Français. Ils sont très rationnels, hein. Ils sont calvinistes. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus que c'est plus rentable
Et alors, je n'aimerais pas que ce soit le mot de la fin, parce que c'est un mot sec, mais cette notion de rendre des comptes, je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante parce que tous dans nos métiers, on va avoir le choix de nos armes. Resensualiser, réenchanter, refactualiser, processer, storyteller ou pas. Mais par contre, avec ce qu'on vient de vivre et ce qu'on va vivre encore, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas et qu'on n'a pas fait 7 fois en connaissance de cause. Moi, j'ai toujours beaucoup de... Ça me fait très mal, j'ai que 49 ans, donc moi je me sens très très jeune en tant qu'entrepreneur qui porte plein d'histoires, plein d'envies, plein de joie. Et quand je vois la génération millennials et celles qui viennent après qui disent « vous avez flingué le monde, donc moi, moi je n'ai pas eu l'impression de flinguer grand-chose, quoi. » Par contre, là, le temps qui vient maintenant, ben, j'ai l'impression de reprendre un peu plus les commandes en mode manuel. Et ça, je vais le faire à l'américaine, hein, comme ils le disent en Californie, pour reprendre tes mots du début, Jean-Philippe, rough and dirty. C'est-à-dire, ils tentent. Et ça, moi, je vais tenter plein de trucs dans les mois qui viennent. Et pour le storytelling, pour rester dans le sujet, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui allez tenter des expériences de storytelling, faites-le. Vous n'allez pas en mourir, hein, vous allez peut-être être minable. En plus, on se trouve souvent, et on a tous vécu, quand on se réécoute ou qu'on se revoit, rares sont ceux d'entre nous qui ont l'ego suffisamment surdimensionné pour se trouver bon. Mais il faut revenir, ça se travaille, et dans le plaisir et l'envie, on peut faire plein de trucs. Voilà. Pour moi, j'ai fini. Si l'un ou l'autre souhaite ajouter un mot, c'est avec grand plaisir. Un dernier mot qui n'est pas de moi, qui est de Bruno Latour. Il a une expression assez géniale. Il dit, si on veut vraiment transformer les choses, si on n'arrive pas à transformer les choses, on va vraiment gâcher cette crise. Et je trouve que cette expression de « il ne faut pas gâcher la crise », c'est assez extraordinaire. Ouais, c'est très juste. Je crois que notre boulot à tous, même en ne sachant pas exactement ce qui va se passer, ce qu'il faut faire, etc., on a une obligation, c'est de ne pas gâcher cette crise pour que demain, ça soit quand même mieux qu'hier. Voilà. Ouais. C'est chouette. Très joli mot. Je rajoute juste une petite chose. Allez. C'est George Steiner qui dit ça, un philosophe très brillant. Il dit en fait, toutes ces périodes sont difficiles parce qu'on doit tester, on doit expérimenter. Et en fait, notre chance, c'est de rater mieux. Voilà. Et dans cette idée de rater mieux, il y a l'idée que de toute façon, on peut tomber, mais on tombera, on se fera un peu moins mal. Voilà. Et il y a cette idée de progrès qui rejoint ta vision du montagnard qui me parle aussi, et de petites étapes, de petits pas. Voilà. Forme d'humilité finalement. Chouette. Merci à tous. J'ai l'impression, en reprenant l'image montagne, j'ai l'impression que, je le vois, maintenant on discute beaucoup avec, que ce soit des photographes, des développeurs, des gens de l'événementiel, et puis on travaille en cordée, quoi. Puis on travaille en cordée pour accompagner le client au sommet. Oui, c'est chouette. C'est vrai. C'est vrai, et ce sera de plus en plus le cas. Nous, on est en train de co-créer notre plateforme avec nos bêta-testeurs qui nous donnent en temps réel des choses. Et moi, je suis stupéfait parce que je suis un ancien d'Accenture. Avant, il fallait 10 millions et des années pour faire un projet. Maintenant, avec 6 000 €, vous faites beaucoup de choses. Donc ça, c'est absolument stupéfiant comment on peut produire de la valeur et la mettre en scène et au sens de la mettre à risque aussi. Et ça, dans mon école, la devise, c'était « jeter à l'eau, ils apprennent à nager ». Bien apprendre à oser. Et là, on est vraiment dans un monde où les jeunes l'ont fait, parce que quand j'avais fait mes études, j'avais fait l'option entrepreneur. Il n'y avait que 5% de mes camarades d'école, comme toi, Eric, qui avaient créé leur boîte. Maintenant, c'est 40%. Donc, les gens vont tenter de plus en plus sur des séquences de plus en plus courtes, et en même temps avec une profondeur et un temps juste. Ça va être intéressant. Merci en tout cas à toutes et à tous. Ce flux a été enregistré, donc on pourra s'y référer de nouveau. Et puis, bien sûr, l'ensemble des grands professionnels qui sont autour de cette table se tiennent à votre disposition pour des compléments d'information, d'abord personnels et aussi, bien sûr, si vous avez des sujets qui peuvent les intéresser, parce que ce qu'on a vu aussi, c'est que l'économie, elle est quand même repartie. C'est très, très, très net, avec des doutes, mais avec une forte volonté. Là, on se rend compte que c'est nous, l'économie. Ça, je trouve que c'est assez excitant, chacun à notre petit niveau. Ciao à tous. Bien.
Merci encore. Merci. Excellente Merci soirée. Jean-Charles. Merci beaucoup. Salut, merci à vous.